Alicia était une fille du village qui est devenue un héros après de nombreuses épreuves difficiles, mais son groupe a été instantanément anéanti par le premier seigneur démon qu'ils ont affronté. Cependant, le seigneur démon la ressuscite car il a besoin de son aide pour élever un bébé humain qu'il a adopté sur un coup de tête, et maintenant elle doit protéger le bébé tout en affrontant son ennemi mortel. L'histoire commence dans un village reculé du continent où la jeune Alicia vit avec son père. Elle est pleine d'excitation et de curiosité pour tout, et lorsqu'elle remarque que la carte du monde a tout estompé sauf Eltia, elle interroge son père à ce sujet, qui décide de lui révéler les légendes de leur monde. Le continent d'Eltia abrite 5 races humanoïdes, dont les humains ordinaires, les ogres, le peuple de la mer appelé Slaten, une race de barbares appelée Banti, et les elfes avec des nez de chiens appelés Eiden. Parmi ces 5 races, le peuple Eiden est connu pour ses compétences en forge et en métallurgie, et seule leur famille royale connaît les secrets pour transformer un minéral rare appelé Arknit en arme. Les 5 espèces vivent ensemble, principalement en paix, mais leur monde se limite au continent d'Eltia car au-delà se trouve un endroit inexploré rempli de bêtes magiques et de leur roi qui bloque le passage des humains. Il dit que les 4 seigneurs démons gardant chaque direction sont incroyablement forts et qu'ils ont anéanti tous les groupes d'expédition envoyés sur leur territoire. Alicia est déçue d'apprendre qu'ils devront vivre à Eltia pour toujours, mais son père lui dit que selon une légende, un jour un héros parmi les héros utilisera une arme secrète donnée par le roi de Eiden pour tuer les 4 seigneurs démons et ouvrir le monde aux humains. Il lui dit que les seigneurs démons sont assez forts pour détruire des montagnes, et que la seule façon pour les humains de les combattre est d'utiliser les armes spéciales que seul le roi de Eiden possède. Alicia est excitée en entendant cela et dit qu'elle deviendra un héros et obtiendra les armes spéciales pour vaincre le seigneur démon et rendre le monde beaucoup plus vaste. Plusieurs années plus tard, Alicia a tenu parole, et elle est maintenant l'une des 13 héros sélectionnés par le roi de Eiden. Elle voyage dans une carriole avec 6 autres héros, pensant qu'il est enfin temps pour elle de tenir sa promesse à son père. Les gars dans la carriole commencent à discuter de la particularité de voir autant de personnes puissantes réunies, et l'un d'eux remarque qu'il est encore plus rare de voir une héroïne féminine. Il demande à Alicia d'où elle vient, mais elle ne lui donne pas de réponse. Juste à ce moment, un autre héros nommé Stéphane intervient, disant à tout le monde de se préparer car ils sont sur le point d'entrer sur le territoire ennemi. Alors que les autres gars sont irrités parce que Stéphane agit comme leur leader, ils ne peuvent pas argumenter car il est le plus fort d'entre eux. Stéphane fait ensuite un clin d'œil à Alicia car il l'a fait juste pour la sauver des petites conversations gênantes, mais elle n'est pas vraiment intéressée par lui non plus. Juste à ce moment, la carriole s'arrête brusquement, et le conducteur dit au héros que la route devant n'est pas adaptée pour conduire. Stéphane dit qu'il s'y attendait et qu'ils devront continuer à pied à partir de maintenant. Soudain, une bête magique arrive et emporte le conducteur, forçant tout le monde à agir. Il y a plus de bêtes magiques autour, et elles emportent le deuxième conducteur et commencent à grignoter les chevaux. Les héros sortent de leur carriole, et Stéphane leur ordonne de prendre position pour qu'ils puissent se rendre au sommet et affronter le seigneur démon sans subir de pertes. Les héros utilisent leurs armes spéciales et les capacités qu'elles leur confèrent pour combattre les bêtes magiques, mais le seigneur du Sud, Clévatès, les observe de loin. Les héros continuent à combattre les monstres un par un puis se dirigent vers la montagne Luna où vit le roi démon Clève. Ils repèrent le roi démon au sommet de la montagne, puis ils se déplacent soudainement vers leur emplacement sous la forme d'un éclair. Les héros sont stupéfaits de voir la majestueuse créature qui dégage une étrange aura dorée. Ils peuvent dire que Clève est incroyablement fort, mais Stéphane profite de ce moment pour montrer son aura et déclare que les 13 héros le vaincront avec la puissance des armes du royaume de Eiden. Il ordonne à tout le monde de charger, mais soudain, il est frappé par quelque chose de si rapide que personne n'a même le temps de réagir. Stéphane heurte un rocher derrière lui et est laissé en pièces tandis que le seigneur démon laisse son sang couler de sa queue. Les héros paniquent en voyant cela, et un gars se précipite pour se venger. Alicia essaie de l'avertir car son instinct lui dit que quelque chose ne va pas, mais personne n'écoutera une femme. Le gars au marteau bondit sur Clève, mais il est frappé par sa queue qui lui arrache la tête en un instant. Les autres héros commencent à paniquer et pensent à battre en retraite, mais ils ne savent pas que Clève peut contrôler les ombres, et il envoie ses queues à travers les ombres des héros pour les poignarder par derrière. Alicia est la seule à remarquer cela, et elle avertit immédiatement tout le monde, leur disant de continuer à sauter pour qu'ils soient loin de leurs ombres. Personne n'est assez rapide pour suivre ses instructions, mais pendant que les autres se font massacrer, Alicia esquive les attaques de Clève et se précipite vers lui. Clève est impressionné par sa présence d'esprit, mais contrairement à elle, les gars sont une cause perdue. Ils essaient de combattre directement le seigneur démon, seulement pour se faire éliminer d'un coup par ses queues, et Clève est curieux de savoir pourquoi ils sont ici. Il n'a toujours considéré les humains que comme des insectes dans sa longue vie, et la dernière fois qu'il les a vus, c'était il y a 1000 ans. Il se demande comment et pourquoi des créatures aussi faibles qu'eux sont ici tout en continuant à les massacrer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'Alicia. Elle esquive toutes les attaques du seigneur démon puis vole vers lui, le frappant de toute sa force pour ne réussir qu'à égratigner sa corne. Clève est irrité par cela, et il envoie une puissante rafale de vent qui tranche Alicia et ses rêves. Le seigneur démon, cependant, n'est pas satisfait de cela,
et il décide de rendre visite aux humains pour savoir pourquoi il cible son territoire. Il se rend à Hydra, la capitale du royaume de Eden, où les forgerons travaillent sans relâche à forger des armes. Dès que Clèves atterrit sur une tour de guet, tout le monde panique et s'enfuit en sécurité. Clèves se souvient que les héros ont parlé du roi de ayant leur donnant les armes spéciales, et il réalise qu'il devrait discuter avec lui en tant que roi. Pendant ce temps, les soldats gardant la ville arrivent pour le combattre, mais il ne leur prête même pas attention. Il pense simplement qu'il tuera tous ceux qui se mettront en travers de son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne le roi, car c'est exactement ce que les héros ont fait sur son territoire. Les soldats commencent à lui tirer dessus, mais ils ne valent même pas son temps, alors Clèves les ignore simplement et commence à courir sur les toits, se dirigeant vers le palais royal. Les gardes royaux se préparent également à l'affronter et sortent leurs grosses armes, mais leurs attaques sont trop lentes et trop faibles pour lui faire quoi que ce soit. Il démolit simplement les murs du palais pour s'en débarrasser, et un messager court vers le roi pour l'informer de la situation. À en juger par les tremblements et les bruits forts, le roi avait déjà deviné que les héros avaient échoué et que le seigneur démon était là. Il dit que la puissance des armes qu'il a données aux héros n'était peut-être pas à la hauteur, et qu'il a échoué à réaliser la légende de son vivant. Ses soldats lui disent de fuir en sécurité, mais le roi refuse car il sait qu'il n'y a pas d'échappatoire au seigneur démon. Il décide d'utiliser son temps restant pour sceller la forge profondément à l'intérieur du palais car si elle est détruite, ils perdront leurs moyens de combattre les bêtes magiques. Pendant ce temps, les gardes royaux sortent des armes spéciales qui utilisent le même métal rouge arcanite que les armes des héros, et Clèves réalise que c'est la seule chose qui représente une véritable menace pour lui. Il se souvient que l'attaque d'Alicia a égratigné sa corne, et il commence à penser que même les insectes peuvent être dangereux avec les bonnes armes. Il détruit immédiatement les armes puis décide de détruire également la forge car il ne veut pas que les humains deviennent plus forts. De retour dans le palais, le roi ouvre la porte de la forge, mais juste au moment où il est sur le point d'y entrer, les grondements deviennent plus forts et plus proches. Le roi ferme la porte, choisissant de rester à l'extérieur de la forge, et juste à ce moment, le toit est déchiré par Clèves, qui dit au roi qu'il le cherchait. Le roi est choqué de l'entendre parler la langue humaine et dit qu'une bête ne devrait pas utiliser leur langue. Clèves lui dit de faire attention à ses mots car s'il ne les aime pas, il détruira non seulement son royaume mais aussi toute l'humanité. Il demande au roi de lui dire quel genre de personnes sont les humanoïdes qui vivent à Etia et pourquoi continuent-ils à venir sur son territoire alors qu'il les a arrêtés à chaque fois. Le roi décide de mourir en vrai guerrier et dit au seigneur démon qu'une bête comme lui ne comprendra pas ses raisons. Clèves lui arrache simplement la tête avec sa queue et décide qu'il exterminera les 5 races humanoïdes. Alors qu'il repart en planifiant de lever une armée, il entend le son d'un bébé qui pleure. Il décide d'ignorer le bébé, mais alors la femme qui a été écrasée sous les décombres en essayant de protéger le bébé lui demande de s'arrêter. Elle lui demande de sauver l'enfant, et Clèves est abasourdi car personne dans son bon sens ne lui demanderait de sauver quelqu'un. Il dit simplement à la femme qu'il prévoit de détruire toute l'humanité et qu'elle devrait blâmer le fait d'être née humaine pour sa mort. La femme lui dit que les enfants ne peuvent pas choisir quand et où ils naissent et qu'il ne devrait pas laisser l'enfant mourir juste parce que les adultes ont essayé de lui nuire. Ces mots forcent Clèves à se retourner, et il lui demande de prouver que l'enfant mérite d'être sauvé. Elle lui dit qu'elle ne peut pas le faire car elle va mourir, mais quand l'enfant grandira, il prouvera lui-même sa valeur. Elle meurt sur ces mots, et Clèves décide finalement d'emmener le garçon avec lui. Il n'est pas vraiment convaincu par ce que la femme lui a dit, mais pour lui, la durée de vie d'un humain est trop courte, et il pourrait profiter de cette occasion pour en observer un de près. De retour à la montagne Luna, les bêtes magiques essaient de manger le garçon, mais Clèves les fait fuir. Il est déjà irrité par les pleurs constants du bébé, et il utilise un peu de son pouvoir pour restaurer la force du bébé, mais il sait que ce ne sera pas suffisant. Il ne connaît rien aux humains et jette le bébé dans un tas de bugs mangeurs de crottes. Quand il se salit, le bébé se met à pleurer encore plus fort, et Clèves a l'impression d'avoir fait la pire erreur de sa vie en l'amenant ici. Cependant, en tant que roi des bêtes magiques, il ne peut pas revenir sur ses décisions juste parce qu'il est gêné. Il prévoit de veiller sur l'enfant puis de décider si les humanoïdes méritent d'être sauvés, et le plus important pour que le bébé grandisse bien est une mère. Peu de temps après, Alicia se réveille d'un cauchemar où son père est tué par un chevalier menaçant, et elle n'est même pas sûre de l'endroit où elle se trouve actuellement. Dès qu'elle entend la voix de Clèves, elle se retourne et essaie de dégainer son épée, mais il lui dit qu'il a jeté l'épée ainsi que ses compagnons au fond de la vallée. Il dit qu'elle était la seule utile parmi eux, alors il a ressuscité son corps en utilisant sa mana noire. Alicia ne comprend pas ce qu'il veut dire par là. Soudain, elle remarque que sa jambe qui avait été arrachée est à nouveau attachée à son corps, et elle réalise qu'elle est morte, et maintenant elle est juste un zombie fonctionnant grâce à la magie du roi démon. Elle est complètement confuse par cela, mais alors Clèves lui dit de se mettre au travail et de lui montrer ses seins maternels. Alicia panique car elle ne s'attendait pas à ce que même le seigneur démon soit un pervers, mais il lui dit d'arrêter de tergiverser car le bébé a faim. Quand elle n'obéit pas, Clèves utilise son pouvoir pour contrôler son corps contre son gré et il fait enlever ses vêtements à Alicia, pour constater qu'elle ne peut pas produire de lait car elle est vierge.
Alicia s'en prend à Clèves pour ne même pas savoir cela, mais il la traite plutôt d'inutile. Elle est embarrassée par cela et lui demande de la tuer plutôt que de l'humilier ainsi, mais Clèves l'immobilise au sol, lui disant que tant que son pouvoir circule dans son corps, elle ne peut pas être tuée. Le bébé se met soudain à pleurer, et Clèves dit qu'il ne peut rien faire contre sa faim même avec son pouvoir. Alicia lui demande pourquoi diable il a un bébé humain avec lui, et il lui dit qu'il veut voir l'enfant grandir et juger l'humanité en fonction de lui. Il dit à Alicia qu'elle va lui donner toutes les informations dont il a besoin pour élever un enfant, et la première chose qu'il lui demande est comment nourrir le bébé. Alicia ne peut pas aller contre son commandement et dit qu'il doit trouver une nourrice pour nourrir le bébé, et la plupart des gens en engagent une avec de l'argent. Clèves ne comprend pas le concept d'argent, alors Alicia lui dit qu'il peut engager n'importe qui en échange de l'archnite qui est dispersé autour de sa montagne car il est incroyablement rare dans les régions humaines. Clèves décide d'aller engager une nourrice immédiatement, mais Alicia l'arrête, lui demandant s'il est stupide ou quoi. Elle lui dit que les gens paniqueront dès qu'ils le verront et qu'il peut oublier l'idée d'engager une nourrice. Elle lui dit de lui donner le bébé car elle peut trouver une nourrice pour lui, mais en réalité, elle prévoit de sauver le bébé du roi démon. Cependant, Clèves refuse de laisser l'enfant quitter son champ de vision, et pour résoudre le problème de son apparence, il utilise son immense mana et se transforme en une forme humanoïde. Alicia panique en voyant cela, et Clèves lui dit qu'il a pris la forme de l'humain protégeant l'enfant en utilisant son pouvoir de contrôler les ombres. Elle lui dit de faire quelque chose avec ses queues également, et Clèves les envoie dans son ombre, mais il ne cache pas la corne. Il décide alors de nommer l'enfant Luna d'après la montagne qui est sa maison et dit à Alicia de le conduire à une nourrice. En chemin, il s'arrête au campement où Alicia et les autres héros sont restés car il y a une rivière à proximité. Il dit à Alicia de laver Luna avec soin et continue de l'embêter avec les détails. Elle est agacée mais aussi surprise qu'un seigneur démon puisse avoir un TOC. Une fois qu'elle a fini de laver le bébé, Clèves dit à Alicia de se laver car elle est couverte de sang et de saleté, ce qui n'est pas bon pour le bébé. Il lui donne également le tissu dans lequel Luna était enveloppée, et une fois qu'Alicia a lavé les taches, elle trouve le blason de la famille royale de Hayden. Elle panique en réalisant que Luna est en fait de la famille royale de Hayden, mais elle ignore comment Clèves l'a obtenu. Elle l'affronte immédiatement à ce sujet, lui demandant comment il a pu kidnapper un membre de la famille royale, mais Clèves l'informe que Luna lui a en fait été confiée. Alicia ne le croit pas, mais Clèves partage les détails sur la façon dont une femme blessée lui a dit de prendre le bébé après qu'il ait détruit le palais royal et tué tout le monde là-bas. Alicia panique en entendant cela et dit que tout le monde cherchera l'enfant car seule la famille royale de Hayden connaît les secrets pour transformer l'archnite en arme. Cependant, elle réalise bientôt qu'elle en a trop dit car après avoir connu le véritable héritage de l'enfant, Clèves décide d'en faire le roi fantoche de Hayden et de l'utiliser pour contrôler le royaume depuis l'ombre. Alicia réalise qu'elle a fait une erreur, mais elle est certaine que Clèves est obsédée par Luna pour une raison quelconque. Elle pense que si quelqu'un fait du mal à Luna, Clèves pourrait se déchaîner et détruire toute l'humanité, et elle empêchera cela à tout prix car c'est son dernier travail en tant qu'héros. Les deux atteignent bientôt le territoire humain et se font immédiatement attaquer par des bandits. Alicia essaie d'avertir Clèves, mais il est trop tard et il se fait frapper violemment par le bandit. Alicia réalise que les bandits vont mourir maintenant, mais soudain, Clèves tombe au sol et commence à saigner. Alicia ne peut pas croire ses yeux et commence à crier, alors un autre bandit la frappe à l'arrière de la tête pour l'assommer. Bientôt, les grondements de la carriole des bandits réveillent Alicia, et elle est choquée de voir qu'elle a été capturée avec Clèves. Elle lui demande comment il peut être si calme dans une situation pareille, mais Clèves lui dit que Luna est en sécurité, même s'il a beaucoup pleuré jusqu'à présent. Alicia rampe vers Clèves, lui demandant comment il a pu être assommé d'un seul coup du bandit. Elle demande s'il est devenu aussi faible qu'un humain après avoir pris cette forme, et Clèves lui dit que ce n'est pas le cas. Il était juste trop choqué par la fragilité du corps humain, alors il est tombé et a décidé de jouer le jeu. Alicia lui demande pourquoi il ne s'enfuit pas maintenant, et Clèves répond qu'aussi longtemps qu'il fera de Luna le roi de Hayden, il prévoit de cacher sa véritable identité. De plus, il veut aussi voir ce côté des humains. Il demande à Alicia d'expliquer ce qui se passe ici et pourquoi ces personnes blessées sont transportées comme des bagages, et elle lui dit qu'elles ont toutes été attaquées par les bandits immondes et qu'elles vont probablement être vendues comme esclaves. Clèves lui demande à quel point les bandits sont forts, et elle répond qu'ils sont assez forts pour des humains, mais qu'ils n'hésitent pas à utiliser des coups bas, ce qui en fait des adversaires irritants. Elle demande à Clèves de ne pas baser son idée de l'humanité sur les bandits de tous les gens, mais il est maintenant plus curieux. Bientôt, ils arrivent à une mine profonde où les bandits disent à leurs prisonniers de sortir. Ils trient les hommes et les femmes séparément, et alors qu'un gars essaie de s'enfuir, un bandit l'envoie dans l'au-delà en lui lançant un poignard dans le dos. Le bandit chauve déclare alors qu'ils sont les corbeaux, et que quiconque essaie de fuir ou de leur désobéir sera tué. Il dit ensuite à tout le monde de continuer à avancer mais demande à Alicia de venir avec lui car il a des projets pour elle. Clèves la regarde simplement être emmenée quand une femme blonde et capricieuse l'appelle vers sa cabane. Elle n'est pas vraiment ravie de voir qu'il a amené un enfant et appelle une autre esclave, Nil, qui porte une pile de draps.
Elle trébuche en essayant de se dépêcher, laissant tomber tous les draps, et la blonde Carmel la réprimande. Elle dit ensuite à Neil que l'un de leurs nouveaux esclaves a un enfant et que c'est son devoir de s'occuper des enfants. Dès que Neil voit Luna, ses yeux s'illuminent. D'un autre côté, le bandit chauve emmène Alicia au bureau d'un autre bandit nommé Vrock, qui est actuellement le chef temporaire des bandits. Les bandits, cependant, refusent de le reconnaître comme leur chef, et ils menacent de lâcher sa bête sombre sur eux s'ils ne lui obéissent pas. Les hommes ont peur car ils font face à un troll qui, pour une raison quelconque, obéit à Vrock et communique bien avec lui. Vrock se tourne ensuite vers le sac d'Arknit et Alicia, disant qu'il a entendu dire qu'elle l'avait obtenu de la montagne Luna, qui est le bastion du seigneur des ténèbres Clévatès. Il connaît les 13 héros partis de Eden pour combattre Clévatès, et il sait aussi que l'un d'eux était une femme. Alicia essaie d'éviter son regard, mais Vrock est déjà sûr qu'elle est l'héroïne car elle est étrangement calme dans une situation pareille et qu'elle ne s'est pas encore pissée dessus devant son troll. Vrock lui dit ensuite qu'après l'échec des héros dans leur mission, Clévatès a attaqué la capitale royale de Eden et détruit le château. Il dit que c'était la meilleure nouvelle pour leur équipe de bandits puis dégaine son couteau qui a un bord rouge. Alicia est choquée de voir cela car seules les armes spéciales fabriquées à partir d'Arknit ont des bords rouges, et seuls les royaux de Eden peuvent les créer. Vrock lui dit qu'il a tout entendu sur les armes légendaires avec des capacités spéciales qui rendent leur porteur plus fort, mais celle qu'il a n'est pas une vraie. Alicia est surprise d'entendre cela, et il lui dit qu'il ne vend pas que des esclaves mais aussi de fausses armes magiques, et que la plupart des gens sont trop stupides pour faire la différence. Vrock commence ensuite à expliquer la loi de l'offre et de la demande à Alicia, disant que si les rumeurs sur la mort de la famille royale de Eden sont vraies, cela signifie que ces armes magiques ne peuvent plus être créées, ce qui augmente la valeur des armes déjà créées de manière considérable. Les armes les plus précieuses seraient celles que portent les héros, mais comme les héros sont morts profondément dans le territoire inexploré, ils ne peuvent pas les obtenir. Cependant, maintenant qu'ils ont un héros vivant avec eux, Vrock est sûr qu'ils peuvent trouver les armes et les vendre à un prix élevé. Il demande à Alicia de lui dire où elles sont, mais elle refuse d'ouvrir la bouche, et il décide de la laisser se taire pour l'instant car il l'emmènera à la montagne Luna demain pour trouver les armes. Les autres bandits disent qu'ils peuvent l'utiliser pour chercher leur autre objectif, mais Vrock leur dit qu'elle est trop précieuse pour risquer sa vie, et que les autres esclaves suffisent pour cela. Il dit ensuite aux bandits de s'amuser avec Alicia s'ils le veulent, et il commence à penser à l'appeler chef après tout. D'un autre côté, Clève travaille dans le restaurant tenu par la blonde Carmel. Ses seuls clients sont les bandits qu'elle sert à plus d'un titre, et le devoir de Neil est d'allaiter Luna car le rayon de ses seins est plus grand que sa tête. Les bandits continuent de lui donner des ordres et de la frapper pour être lente, et la timide Neil subit tout cela sans se plaindre. Pendant ce temps, Clève travaille comme serveur, apportant de la nourriture à quiconque l'appelle, et Carmel pense que ce serait dommage de vendre un bon travailleur comme lui. Cependant, elle est aussi effrayée par lui car il a une étrange intensité. Juste à ce moment, un gars fait trébucher Neil alors qu'elle porte des bouteilles de rhum, faisant tomber et casser les bouteilles. Il l'accuse d'être maladroite et de casser les bouteilles et la traîne dehors avec son ami, disant qu'elle doit être punie à nouveau. Clève regarde simplement cela avec curiosité alors que certains bandits se moquent du goût des pervers qui ont emmené Neil dehors. Les pervers malades la giflent jusqu'à ce qu'elle pleure puis lui disent de ne plus renverser d'alcool, et elle essuie ses larmes car elle doit se dépêcher de s'occuper du bébé. Pendant ce temps, les deux pervers continuent de se moquer d'elle pour être si stupide quand ils commencent à se sentir étourdis sans raison. L'instant d'après, ils crachent du sang, tombent morts au sol et sont absorbés par les ombres de Clève. Bientôt, Neil sort également, et Clève lui dit qu'il veut lui parler. Alors qu'elle allaite Luna, Clève demande à Neil de lui dire exactement comment elle est liée aux bandits. Elle commence à lui dire qu'elle est née dans l'équipe de bandits et n'a jamais rien su de son père. Elle avait une mère que les bandits blessaient et punissaient souvent. Neil ne pouvait pas comprendre ce qui se passait car elle était née stupide, mais une fois qu'elle a eu 12 ans, sa mère a disparu. Neil ne savait pas si sa mère était morte ou avait fui, mais un jour un bandit est venu vers elle et a commencé à la battre sans raison. C'est alors qu'elle a réalisé que sa mère la protégeait. Les bandits n'ont montré aucune pitié, et ils lui ont cassé la plupart de ses dents et l'ont rendue sourde d'une oreille. Ils ont commencé à la traiter comme du bétail, mais quand Carmel a ouvert son restaurant et son bordel, les choses se sont un peu améliorées. Elle a appris à Neil comment s'occuper des hommes pour qu'ils soient satisfaits rapidement et la laissent tranquille, et même si ce n'était pas grand-chose, cela l'a aidé. Neil dit qu'elle produit maintenant beaucoup de lait pour nourrir les bébés, et Clève se souvient que seules les femmes qui ont accouché peuvent produire du lait. Il lui demande où est son bébé, et Neil devient sombre, disant qu'il était mort-né. Elle dit qu'elle s'en est voulu et a voulu mourir pour retrouver son bébé dans l'au-delà, mais quand elle s'est réveillée, elle a trouvé un bébé qu'elle ne connaissait pas en train de boire son lait pour survivre. Cette vue a réchauffé son cœur, et elle a décidé de vivre un peu plus longtemps. Elle dit à Clève qu'elle a eu 2 autres enfants morts-nés après cela, mais qu'elle est restée ici car il y avait d'autres enfants qui avaient toujours besoin d'elle. Elle dit qu'elle veut juste que ses enfants soient heureux car elle n'a jamais pu voir les siens, et Clève lui dit qu'il en a assez entendu. Il la remercie d'avoir révélé son histoire puis lui demande de venir avec lui.
Neil est confus par ce qu'il veut dire, et Cleve lui dit de devenir la nourrice de Luna. Il dit qu'il ne fait pas confiance aux humains, mais qu'il pense pouvoir lui faire confiance, et plus que cela, Luna semble l'aimer. Il lui demande à nouveau si elle viendra avec lui ou restera ici et sera une esclave des bandits immondes. Neil le remercie sincèrement pour l'offre mais dit qu'il ne peut pas l'aider car il est lui-même un esclave, et qu'elle devra s'occuper d'autres bébés à l'avenir. D'un autre côté, Alicia est emmenée dans une pièce par les deux bandits qui lui disent d'avancer vite. Ils l'avertissent de ne même pas penser à sauter du pont car elle heurtera les murs et mourra avant d'atteindre l'eau. Juste à ce moment, elle voit un gars avec une corde attachée autour de lui se préparer à sauter dans le lac, et les bandits se moquent de lui pour être désespérément stupide. Alicia est curieuse à ce sujet, et heureusement, les bandits aiment parler. Ils lui disent qu'elle a dû entendre les histoires du héros Cordouir, et tout devient soudainement clair pour elle. Elle a entendu que le héros Cordouir a visité une mine d'Arknit avant sa mort et y a perdu son arme. Juste à ce moment, l'homme en bas prend un crochet et saute dans le lac, demandant aux bandits de tenir leur promesse et de libérer lui et sa femme s'il réussit à trouver l'arme. Alicia lui crie de s'arrêter car il ne va pas trouver l'arme, et plus important encore, il y a des bêtes sombres dans l'eau. Cependant, son avertissement arrive trop tard car les poissons monstrueux dévorent le pauvre homme devant sa femme. Les bandits se moquent de lui, et Alicia réalise qu'ils n'ont jamais l'intention de le libérer, même s'il réussissait. Ils lui disent que rien de ce qu'elle dit n'a d'importance car tout un groupe de bandits est prêt à s'amuser avec elle ce soir, commençant par un taré du couteau. Il saute sur le pont, disant qu'il va lui arracher ses vêtements ici pour que tout le monde voie, et Alicia décide d'utiliser la malédiction d'immortalité que Cleve lui a donnée à bon escient. Elle se disloque les articulations pour sortir de ses menottes puis écrase le cou du taré avec. Elle utilise ensuite son couteau pour couper la corde du pont, les faisant tomber tous les deux à leur mort, et elle espère seulement que Cleve ne mentait pas sur son immortalité. Les bandits paniquent en voyant le corps écrasé d'Alicia au fond de la mine, car ils savent que Vrock va faire d'eux un exemple s'ils découvrent que son ticket pour la richesse est mort sous leur surveillance. Ils décident de se rendre d'abord au fond pour vérifier s'il y a une chance que la fille soit encore en vie, et au même moment, Alicia reprend ses esprits. Elle regarde autour d'elle et voit du sang partout, mais elle ne voit rien d'autre. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas bouger son corps et qu'elle n'a aucune sensation en dessous du cou. Elle n'est même pas contente d'être en vie, car elle aurait préféré mourir plutôt que de devenir un légume. Elle essaie de forcer son corps à bouger avant l'arrivée des bandits, et soudain, son sang commence à monter dans les airs, prenant la forme d'un mini-Cleve, qui lui dit qu'elle a perdu trop de sang pour pouvoir faire quoi que ce soit. Alicia est choquée de le voir et lui demande pourquoi il ressemble à un chiot. Cleve répond que sa taille et sa forme dépendent de la quantité de pouvoir magique, et que sa taille actuelle reflète la quantité de magie qu'il a mise dans son corps pour la maintenir en vie. Il explique que si elle perd toute cette énergie, elle mourra, mais tant qu'il la considérera comme précieuse, il continuera à lui insuffler de la magie pour qu'elle puisse vivre. Alicia lui demande pourquoi il ne lui donne pas un peu de magie et ne restaure pas son corps, puis se demande s'il a décidé qu'elle n'avait aucune valeur. Cependant, Cleve répond qu'il veut juste lui poser une question avant toute chose. Il dit à Alicia qu'il a trouvé la nourrice parfaite pour Luna et lui parle de Neil. Bien qu'il soit un seigneur démon qui déteste l'humanité, Cleve estime que Neil est très maltraité et qu'elle accepterait volontiers de travailler pour lui. Il ne comprend pas pourquoi elle a refusé l'offre sans même y réfléchir et demande à Alicia de lui donner son avis en tant qu'humaine. Alicia lui dit que Neil a dû la rejeter parce qu'elle pensait qu'il était un enfant et un esclave sans véritable pouvoir. Les bandits ne laissent personne partir une fois qu'ils les ont capturés, et Neil pense qu'elle ne pourra jamais leur échapper. Cleve comprend maintenant le raisonnement de Neil et demande à Alicia ce qu'il doit faire dans ce cas. Elle lui suggère immédiatement que le moyen le plus simple de résoudre ses problèmes est d'écraser les bandits, car une fois que Neil verra que personne ne va la poursuivre, elle acceptera son offre. Elle pousse Cleve à agir rapidement, lui disant qu'il ne devrait avoir aucun problème car il est bien trop puissant. Cependant, Cleve refuse d'agir de manière aussi violente, car il ne veut pas révéler qu'il a quitté la montagne. Il veut garder son identité secrète, mais il veut tout de même que les bandits disparaissent. Il a donc soudainement une idée et demande à Alicia de les vaincre à sa place. Alicia est choquée d'entendre cela, mais Cleve pense que, puisqu'elle est une héroïne, personne ne sera surpris si elle détruit un ou deux groupes de bandits. Alicia tente de lui expliquer que cela ne fonctionne pas ainsi, mais Cleve ne l'écoute pas et lui injecte tout le sang dans la gorge avec un peu de sa magie. Alicia hurle de douleur alors que la magie commence à réparer son corps, et bientôt, les bandits arrivent. Ils sont choqués de voir Alicia debout, mais plus encore, ils sont choqués par ses mouvements de danse bizarres. Après avoir exécuté une chorégraphie qui lui aurait valu la médaille d'or olympique en breakdance, Alicia pousse un cri puissant qui effraie les bandits. Alors qu'elle tente encore de supporter la douleur causée par la reconnexion de ses os, les bandits commencent à la considérer comme une sorte de monstre. Bien qu'ils soient morts de peur, ils décident de se battre et de capturer Alicia, car ils doivent la garder en vie jusqu'à ce qu'ils découvrent l'emplacement des 13 armes. Leur chef ordonne aux autres bandits de couper les bras d'Alicia s'il le faut, car ils doivent la capturer à tout prix. L'un des bandits, trop zélé, se précipite vers elle,
pensant qu'elle doit être faible parce qu'elle est une femme, mais Alicia est prête à leur montrer à qui ils ont affaire. Elle reste immobile pendant que le bandit attaque sa main gauche, encaissant volontairement le coup de son épée. Son épée reste coincée dans son bras, puis Alicia le repousse d'un coup de poing. Le cache-œil du bandit s'envole également, et elle décide de le voler avec son épée. Elle met le cache-œil et demande à Clève si elle doit simplement tuer ces salauds, car cela serait assez facile. Pendant ce temps, Clève est occupée à ramener Luna dans son berceau. Il assure au bébé qu'Alicia sera en sécurité, car elle est la première humaine à avoir réussi à égratigner sa corne. Il décide de convaincre Neil de se joindre à lui pendant qu'Alicia s'occupe des bandits. Au même moment, Neil arrive au bar, où Carmel l'attend. Carmel la gronde parce qu'elle a mis trop de temps à satisfaire les deux hommes, mais Neil lui explique qu'elle était en train de nourrir le bébé. Carmel se calme un peu en entendant cela et lui dit de retourner faire le ménage, mais elle remarque alors que Neil est d'excellente humeur. Carmel lui demande si quelque chose de bien s'est passé plus tôt, mais Neil lui demande simplement de lui parler du monde extérieur en échange. L'humeur de Carmel s'assombrit soudainement en entendant cela, et elle répond qu'elle n'a aucun bon souvenir du monde extérieur. Elle demande alors à Neil pourquoi elle est si curieuse à ce sujet, et Neil répond que quelqu'un lui a demandé de quitter cet endroit avec lui, et Vrock, qui passait par là, entend tout. Carmel est également choquée en entendant cela, et elle gifle Neil avant de lui dire de reprendre ses esprits. Elle dit qu'ils ne peuvent aller nulle part depuis cet endroit, car c'est le fond du gouffre, mais Vrock arrive alors, disant qu'il veut en savoir plus sur ce que Neil disait. Il lui demande de le suivre, et Carmel panique, réalisant ce qu'il compte faire, mais elle ne peut l'arrêter, car cela la mettrait en danger. Carmel commence à piquer une crise une fois la pièce vide, se demandant comment ils vont bien pouvoir nourrir les bébés sans Neil. À ce moment-là, Clève arrive avec Luna, et en le voyant, Carmel lui dit qu'ils ne peuvent plus avoir de l'écart ni les parties pour de bon. Clève est intriguée et utilise son regard intimidant pour la forcer à révéler tous les détails. Pendant ce temps, Vrock conduit Neil dans un petit tunnel, et elle panique en voyant un crâne sur le sol, mais Vrock lui dit que ce n'est que le crâne d'un rat, puis souffle la bougie. Neil a peur du noir, et lorsque Vrock rallume la bougie, son troll domestique se trouve juste derrière la pauvre femme. Son esprit se vide lorsqu'elle voit le monstre baveux, et Vrock lui dit qu'avant de devenir bandit, il était un chercheur qui avait mis au point une drogue magique à base d'arcanite capable de contrôler les bêtes sombres. Il ordonne à son troll domestique de la dévorer parce qu'elle a osé rêver de quitter cet endroit, et Neil tente de s'enfuir, se demandant si les choses auraient été différentes si elle avait pris la main de Clève plus tôt. À ce moment-là, elle aperçoit Clève et Luna devant elle et s'excuse auprès de l'enfant car elle ne pourra plus le nourrir. Clève ne peut que regarder le troll dévorer Neil tout entier, et Luna se met à pleurer. Clève lui dit qu'il n'y a pas lieu de pleurer car manger et être mangé est le cycle de la vie. Il pense qu'il est le seul responsable de ne pas être arrivé à temps et d'avoir laissé Neil mourir, mais décide ensuite de passer à des questions plus importantes. Il se tourne vers le troll asservi et lui demande pourquoi il est commandé par un simple humain. Vrock est assez surpris de voir l'enfant parler avec autant d'assurance à son troll de compagnie, mais il pense que cela n'a pas d'importance. Il ordonne au troll de le dévorer, mais à sa grande surprise, celui-ci est paralysé par la peur. Il se met soudain à piétiner le sol et vomit Neil blessé à cause de sa crise de panique, et Clève se rend compte que la femme est à peine en vie. Il utilise immédiatement ses pouvoirs pour neutraliser l'acide gastrique du troll, puis place Luna à côté de Neil. Il dit à Luna de réconforter Neil mourant, car seul un bébé peut le faire. Luna ne semble même pas comprendre ce qu'il veut dire, mais Clève les envoie dans un endroit sûr. Pendant ce temps, Vrock essaie de comprendre ce qui ne va pas avec le troll et comment il peut avoir peur d'un simple garçon. Lorsqu'il se retourne, il est choqué de voir que Neil a disparu, mais Clève est toujours là, le regardant fixement. Vrock l'accuse d'être un utilisateur de magie, mais Clève ne comprend même pas de quoi il parle. Vrock déclare qu'aucun jeune magicien ne peut vaincre un vétéran comme lui, car c'est sa génération qui a posé les bases de la magie. Il décide de montrer à Clève ses véritables capacités et sort un tube à essai contenant une poudre rouge. Il explique qu'il a créé cette poudre à partir d'arcanite, de diverses herbes médicinales et de poudre de larves de mouches, ce qui lui permet de contrôler les trolls femelles à sa guise. Il met un peu de poudre dans la lanterne, créant une épaisse fumée rouge qui efface immédiatement la peur du troll et le force à attaquer Clève, qui est également surpris par cette étrange fumée. Il essaie de riposter, mais le troll est plus rapide et plus fort que son corps humain. Il le frappe et le jette à terre, et lorsque Clève se relève, il maudit Alicia de ne pas lui avoir parlé de la technologie appelée magie que les humains utilisent. Pendant ce temps, Alicia combat les bandits, mais elle est épuisée car ils ne cessent de la poursuivre. L'un des bandits l'attaque avec son énorme marteau, brisant son épée et lui cassant les os, mais Alicia se relève. Elle se rend compte qu'elle a besoin d'une meilleure arme pour combattre les bandits, et la seule arme qui convienne pour cela est l'épée perdue du héros légendaire. Alicia court vers le lac pour récupérer l'épée, mais elle se rend compte qu'elle sera immédiatement dévorée par le poisson monstrueux, alors elle attrape une hache et court vers l'échafaudage à la place. Les bandits la rattrapent rapidement. Ils commencent à grimper pour l'attraper, mais Alicia les attendait.
Elle lance la hache sur la corde qui maintient l'échafaudage en place, et toute la structure s'effondre. Les bandits tombent dans le lac et sont rapidement dévorés par les monstres, mais Alicia se cache dans un tonneau et se noie silencieusement au fond du lac où se trouve l'épée légendaire. Cependant, retenir son souffle jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond est plus facile à dire qu'à faire, et Alicia ressent bientôt la douleur et la pression qu'elle avait déjà prise en compte lorsqu'elle a sauté dans l'eau. Elle sent la pression engourdir ses sens tandis que son corps souffre du manque d'oxygène. Elle sait qu'elle ne mourra pas, même si elle étouffe ici, mais il lui faut beaucoup d'efforts pour empêcher son corps de réagir instinctivement et d'essayer de remonter à la surface. Au bout de quelques minutes, elle touche enfin le fond et roule hors du tonneau. Elle aperçoit de loin le reflet rouge de l'épée magique et nage immédiatement vers elle, malgré son corps trop lourd pour bouger. Alicia sait que si elle récupère l'épée, elle deviendra beaucoup plus puissante et qu'il lui sera alors facile de s'échapper vers la surface. Mais alors qu'elle s'apprête à l'attraper, un œil rouge géant apparaît devant elle. C'est seulement à ce moment-là qu'Alicia réalise qu'elle n'est pas au fond du lac, mais sur le dos d'un monstre gigantesque qui l'a repéré. Le monstre se redresse, l'éloignant avec le courant d'eau qui en résulte, et Alicia comprend que cette bête est la raison pour laquelle le héros légendaire a perdu ici. Cependant, elle se concentre rapidement à nouveau sur l'épée et tente de l'attraper, mais le monstre géant ouvre alors la bouche pour l'aspirer. Alicia ne peut résister à l'attraction, mais heureusement, elle attrape l'épée juste au moment où le monstre l'avale. Son bras se coince entre les mâchoires du monstre, mais grâce au pouvoir des flashbacks, elle libère toute sa force et brise la mâchoire du monstre. Une fois libérée, elle fixe l'œil du monstre tout en libérant le pouvoir de l'épée magique. Elle brandit alors rapidement l'épée et utilise son pouvoir de manipulation de l'eau pour se propulser à grande vitesse. Le monstre géant la poursuit, et Alicia a encore du mal à croire qu'il existe quelque chose de plus grand que sa mère. Elle pense qu'il doit s'agir d'un des anciens, ces bêtes sombres qui vivent depuis des milliers d'années. Ils dorment généralement dans des parties inaccessibles du continent, mais celui-ci a été réveillé de son sommeil lorsque les humains ont creusé une mine d'arcanite à cet endroit. Tout en réfléchissant à cela, elle atteint la surface, mais les monstres plus petits qui s'y trouvent la remarquent également. Alicia se rend compte qu'elle a besoin d'oxygène pour avoir une chance de gagner, mais les poissons monstres sont juste au-dessus d'elle. Elle se propulse à l'aide d'un coup d'épée, puis tranche un monstre avant de sauter hors de l'eau. Les bandits sont stupéfaits de la voir en vie, mais alors qu'Alicia tente de reprendre son souffle, le monstre gigantesque sort également de l'eau. Les bandits perdent la tête en le voyant, puis le monstre commence à attaquer tout le monde avec ses tentacules. Alicia ne peut qu'esquiver et battre en retraite, car ses attaques ne font qu'effleurer la peau du monstre géant. Elle se rend compte qu'un seul héros ne peut pas lutter contre un ancien, mais heureusement, celui-ci tue et dévore tous les bandits. Ce qui reste devient un festin pour les poissons monstres, et Alicia pense que sa mission est désormais accomplie. Soudain, elle entend la voix de Clèves et essaie de le trouver, mais il lui dit qu'il communique par télépathie. Il lui dit qu'il ne voit pas clairement, mais à en juger par le sang qui recouvre les lieux, il est sûr qu'elle a terminé son travail. Alicia se met à lui crier dessus parce qu'il aurait dû l'aider s'il avait vu à quel point elle se débattait, mais Clèves lui répond qu'il a ses propres problèmes à régler pour le moment. Alicia ne comprend pas ce qui peut déranger un seigneur démon, et Clèves lui dit qu'il est confronté à une technique qu'il n'a jamais vue auparavant, et que son corps humain est plus faible qu'il ne le pensait. Il dit qu'elle lui a caché l'existence de la magie, et qu'une fois qu'elle sera de retour, il la punira comme il se doit. Cependant, il a déjà vaincu le troll endoctriné et se contente pour l'instant de cultiver son aura. Pendant ce temps, Vrock court pour sauver sa vie, pensant que Clèves est un magicien vraiment incroyable qui a vaincu son troll domestique d'un seul coup. Soudain, il tombe sur le cadavre de Neil, avec Luna en pleurs à côté, et la vue de l'enfant lui donne une idée pour gagner même dans cette situation désespérée. D'autre part, Alicia accourt vers Clèves après avoir reçu ses ordres et remarque immédiatement la fumée étrange dans l'air. Clèves remarque également l'épée qu'elle a maintenant dissimulée sous un tissu, et elle lui dit qu'elle ne va pas la jeter car elle a risqué sa vie pour l'obtenir. Clèves ne se soucie pas beaucoup de l'épée car il est préoccupé par la fumée cramoisie. Il dit à Alicia qu'elle ne semble pas affecter les animaux et les humains normaux, mais qu'elle perturbe vraiment ses sens de seigneur démon. Il ne sent plus rien, ses oreilles bourdonnent et il n'aime pas cette sensation. Il dit qu'il peut tout faire exploser s'il se transforme en sa forme réelle, mais il ne peut pas prendre ce risque sans savoir où se trouve Luna. Alicia panique en apprenant que Luna n'est pas avec Clèves, mais il lui dit qu'elle ne doit pas être loin. Il lui pose ensuite des questions sur la magie, et Alicia répond que seules certaines personnes la pratiquent en libérant le pouvoir caché à l'intérieur de l'arcanite. Elle dit qu'elle ne peut pas utiliser la magie même si elle en sait un peu à ce sujet, et Clèves la traite d'inutile. Alicia s'offusque et commence à l'insulter, mais Clèves décide de partir à la recherche de Luna et Neil, pensant qu'ils sont peut-être morts. Alicia est parcourue d'un frisson lorsqu'elle entend cela, et elle demande à Clèves ce qu'il fera si Luna est morte. Il répond froidement qu'il perdra tout intérêt pour l'humanité, et Alicia se rend compte que ce serait le pire scénario possible. Elle décide de trouver Luna dès que possible pour sauver l'humanité de Clèves, et bientôt, elle trouve une traînée de sang. Elle demande à Clèves si Neil saignait,
et il répond par l'affirmative. Alicia dit qu'elle rampe ou que quelqu'un la traîne, mais qu'elle ne pourra pas aller très loin dans les deux cas, et qu'ils doivent donc se dépêcher. Il s'avère que Neil n'est pas encore morte, et qu'elle s'accroche de toutes ses forces à Vrock pour protéger Luna, même si elle est à l'agonie. Il la maudit et la frappe du pied en lui disant de lâcher prise, mais Neil s'accroche obstinément. Vrock veut se débarrasser d'elle et s'enfuir avec Luna, car plus tôt, lorsqu'il a essayé de l'emmener, Luna s'est mise à pleurer et ses cris ont fait exploser sa lanterne magique. Vrock a réalisé que Luna avait un fort talent pour la magie et qu'il était un Idien de sang pur, ce qui signifie qu'il peut être issu de la famille royale. Il décide de couper le poignet de Neil pour se débarrasser d'elle, mais à ce moment-là, Alicia arrive et lui dit d'arrêter. Vrock panique et demande ce qui est arrivé à ces hommes qui l'accompagnaient, et Clèves répond à sa question en disant qu'ils sont devenus la proie des bêtes sombres. Vrock panique encore plus, mais il menace Alicia et Clèves de rester à l'écart, sinon il coupera les doigts de Luna. Clèves le met au défi de le faire, car il peut simplement guérir les blessures grâce à ses pouvoirs, mais Alicia lui dit qu'il ne peut pas réparer le mal que l'enfant subira. Elle lui demande de la laisser mener seule les négociations, puis révèle qu'elle possède l'arme magique du héros légendaire. Vrock n'en croit pas ses yeux lorsqu'il voit l'arme, mais Alicia la jette alors contre le mur derrière lui disant d'aller la chercher. Elle lui dit qu'il doit utiliser ses deux mains pour retirer l'épée, mais que s'il laisse Luna par terre, elle le laissera l'emporter avec lui. Cependant, Vrock se met à rire, car il pense qu'aucun héros ne renoncerait à une arme magique pour un simple bébé. Il est désormais convaincu que Luna a du sang royal dans les veines, ce qui le pousse à revoir sa stratégie. Il demande à Alicia de révéler l'emplacement des 13 armes qui lui appartiennent, à elle et à ses compagnons, si elle veut récupérer le bébé. Clèves lui conseille de le faire, car ce ne sont que des armes. Alicia lui dit que les armes se trouvent au fond de la vallée sous les montagnes Luna, mais qu'il doit s'y rendre lui-même pour les récupérer. Vrock rit, affirmant qu'il peut tout à fait récupérer ses armes tout seul, car il connaît plusieurs types de magie. Il libère soudainement une poudre noire dans l'air, puis frappe doucement Luna, le faisant pleurer pour activer instinctivement ses pouvoirs magiques. Grâce au pouvoir de Luna, la poudre noire déclenche le sort d'invisibilité de Vrock, le faisant disparaître sans laisser de traces. Il commence à s'éloigner, convaincu qu'Alicia et Clèves ne peuvent pas le voir, mais soudain, Alicia apparaît devant lui et le coupe en deux. Vrock ne comprend pas comment elle l'a trouvé, et elle lui dit que même lorsqu'il est devenu invisible et a réduit le son de sa voix, elle pouvait entendre Luna pleurer. Pendant ce temps, Clèves reprend Luna et enlève la poudre d'invisibilité de son corps. Alicia décide de laisser le cadavre de Vrock invisible, puis se rend compte que Luna a survécu uniquement parce que Neil l'a protégée désespérément. Elle demande à Clèves s'il ne peut pas la sauver, et il répond qu'il ne peut contrôler qu'une seule marionnette zombie à la fois, et que Neil a perdu trop de parties de son corps pour pouvoir se régénérer grâce à son pouvoir. Il dit qu'ils doivent trouver ces parties ailleurs, mais que ce sera plus facile s'il la laisse mourir. Alicia s'énerve en entendant cela et lui demande comment il peut laisser mourir la femme qui a sauvé son enfant. Elle dit que si elle était mère, elle confierait sans hésiter son enfant à quelqu'un comme elle, et Clèves décide de sauver Neil après avoir entendu ses arguments. Cependant, il dit à Alicia qu'elle devra mourir pendant qu'il la sauve, car il a besoin de toute la mana qu'il a mise dans son corps. Alicia lui répond qu'elle se moque de mourir pour le bien des autres, car elle est une héroïne, et Clèves la tue immédiatement. Peu après, Neil se réveille, surpris de la voir encore en vie, mais ce qui est encore plus choquant, c'est que son corps a été complètement remodelé par Clèves pendant qu'il la soignait. Neil lui demande s'il l'a sauvée, et il répond par l'affirmative, ajoutant qu'elle devrait remercier le héros pour cela. Il explique qu'il a fallu beaucoup de temps pour soigner Neil et que le corps d'Alicia a commencé à se décomposer pendant ce temps, mais maintenant qu'il a réinjecté sa mana en elle, elle va se réveiller d'un moment à l'autre. Quelques secondes plus tard, Alicia se réveille en faisant une routine de breakdance, et la première chose qu'elle cherche, c'est son épée. Clèves dit à Neil qu'elle est née à nouveau et qu'elle s'appelle désormais Nelaru. Il lui tend Luna en disant qu'à partir de maintenant, elle viendra avec eux, et Neil est plus qu'heureux d'accepter son offre cette fois-ci. Le lendemain, Clèves décide de confisquer l'épée magique d'Alicia, lui disant qu'elle attire trop l'attention. Son ombre engloutit l'épée, et Alicia est dévastée par cela, mais il lui dit qu'il la lui donnera quand ce sera nécessaire, alors elle devrait être reconnaissante qu'il ne la jette pas simplement. C'est alors que Neil arrive, disant à Clèves qu'il utilise des sorts très étranges. Il lui demande si elle a préparé tout ce dont ils ont besoin pour leur voyage, et elle lui montre joyeusement qu'elle a tout pris, et même de nouveaux vêtements pour Luna. Alicia est surprise par cela et demande à Neil si les bagages ne sont pas trop lourds pour elle, mais la fille répond qu'ils sont en fait assez légers. Alicia commence à se demander si Clèves a remplacé ses parties du corps par celles des bandits pour lui donner une force supplémentaire. Soudain, Neil dit qu'elle peut aussi porter son épée et son armure si elle veut, mais Alicia lui dit qu'elle n'a plus son épée. Neil se souvient que Carmel lui a dit un jour que Vrocco gardait beaucoup de bonnes choses dans son bureau, et Alicia supplie immédiatement Clèves de lui laisser prendre une épée. Il accepte parce qu'elle est assez inutile sans armes, et Alicia se précipite immédiatement vers le bureau des bandits. Pendant ce temps,
Clèves et Neil se dirigent vers la porte, et il lui demande si elle se sent nostalgique de quitter cet endroit. Neil répond qu'elle n'a pas de bons souvenirs de cet endroit, mais c'est là qu'elle a vécu avec sa mère, et le voir vide la rend un peu triste. Elle dit que Carmel est la seule personne qu'elle veut voir avant de partir, mais ce serait trop suspect dans son apparence actuelle. Clèves devient curieux à propos de Carmel quand soudain un homme saute sur lui depuis le ciel, disant qu'il a trouvé le type qui utilise une magie bizarre. Pendant ce temps, Alicia arrive au bureau de Vrocko et commence à fouiller dans son bureau. Elle prend son argent et trouve ensuite une armure en cuir perverse sur son bureau. Elle est dégoûtée, pensant à tout ce que l'armure a pu subir, mais elle la protégera toujours en combat, alors elle l'enfile avant de trouver une bonne épée. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à revenir, Clèves fait irruption à travers le mur à côté d'elle. Alicia panique en voyant cela et demande ce qui se passe, mais il ne peut que maudire la faiblesse de son corps actuel pour cela. Juste à ce moment-là, l'attaquant arrive, et Alicia réalise immédiatement qu'il est très fort. Elle se prépare à le combattre, mais l'homme l'attaque en premier. Elle esquive complètement son coup de pied mais se fait quand même couper le visage, ce qui lui fait réaliser qu'il n'est pas normal. L'homme réalise aussi qu'elle est forte, alors il continue à la frapper depuis les airs, la repoussant. Ce n'est pas suffisant pour vaincre Alicia, alors il prend ses distances avant d'utiliser une puissante attaque sonique qui l'envoie voler à travers le toit. L'homme sort pour en finir avec elle mais l'avertit qu'il ne s'intéresse qu'aux magiciens. Il promet de la laisser partir si elle s'arrête maintenant, mais cela énerve Alicia parce qu'elle est une héroïne et que personne ne devrait la sous-estimer. Elle décide de sortir son attaque spéciale avant de demander à Clèves l'épée magique. Elle force son esprit à devenir vide, mettant tous ses points d'intelligence dans l'attaque. Son épée perd sa forme et devient flexible, et l'homme n'est pas capable de réagir à temps alors qu'Alicia s'approche de lui à grande vitesse. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à lui trancher la mâchoire, un ordre de Clèves l'arrête. Elle est toujours coincée dans son état sans cerveau, et Clèves la sort de cet état avec une petite tape sur la tête. Il lui dit alors que devenir sans cerveau pour attaquer cet homme aurait été sa pire erreur parce que, juste avant qu'elle ne le frappe, son coup de pied l'aurait déchiré. Alicia ne le réalise qu'à ce moment-là, et Clèves dit alors qu'ils ne sont pas ennemis et que cet homme les a attaqués à cause d'un malentendu. L'homme se calme aussi un peu et dit à Clèves de dissiper rapidement le malentendu s'il veut vivre. Il ne leur fait toujours pas du tout confiance et remarque que Neil sent comme un troll des montagnes, et elle dit que c'est probablement parce qu'elle s'est fait avaler par un. L'attaquant explique alors qu'il a eu des nouvelles d'un magicien qui contrôlait un troll des montagnes avec de la magie, alors il est venu ici pour s'occuper de lui. Cependant, il a trouvé le troll des montagnes mort avec des parties de son corps manquantes et a supposé que Clèves était le magicien qui l'avait tué parce qu'il ne pouvait pas le contrôler. Clèves comprend maintenant ce qui se passe, et il envoie Neil et Luna en sécurité avant tout. Alicia demande si elle doit aller les protéger, mais Clèves veut qu'elle reste parce que l'homme devant eux est en fait une bête sombre déguisée. Elle est choquée d'entendre cela, et Clèves dit que l'illusion magique sur lui est si forte que même lui ne peut pas voir sa vraie forme, et le seul qui peut le faire est le seigneur démon de l'Ouest, Zavtier. Alicia panique à cette idée, et Clèves dit alors que Zavtier et lui ne s'entendent pas très bien. L'homme lui demande comment il sait tout cela, et Clèves prétend être un serviteur du seigneur démon Clévatès parce qu'il ne veut pas que les autres connaissent sa véritable identité. L'homme le croit et dit que même si leurs maîtres ne sont pas amis, ils ont le même objectif. Il se transforme alors en un énorme oiseau démon et se présente comme Garth, un serviteur du seigneur démon de l'Ouest. Il a entendu que Clévatès a récemment détruit un royaume humain et que même Zavtier prévoit de lancer une attaque massive contre eux. Il demande à Clèves de prouver qu'il est une bête sombre, et il sort un de ses tentacules. Garth est satisfait, et il reprend sa forme humaine, disant qu'ils n'ont plus de raison de se battre. Cependant, Alicia a une crise de panique intérieure parce que maintenant Clèves n'est pas la seule bête sombre qui peut se transformer en humain et parler comme eux, et elle craint que l'humanité ne soit condamnée s'il y en a d'autres. Clèves lui dit d'arrêter de trop réfléchir parce que seules quelques bêtes sombres de haut niveau peuvent parler comme des humains, et elles ne s'impliqueront pas avec les humains sans une bonne raison. Garth dit que c'est vrai, et c'est pourquoi il veut savoir pourquoi Clèves est avec une héroïne qui est un ennemi naturel des démons. Clèves lui dit qu'Alicia est peut-être une héroïne, mais qu'elle est sa servante pour le moment, et qu'elle ne peut pas désobéir à ses ordres. Il déclare que sa mission est d'en apprendre davantage sur les espèces humanoïdes, et Alicia, ainsi que Luna et Neil, sont des outils qui lui permettront de le faire. Il refuse de lui en dire plus, et Garth est satisfait, mais il précise que si quelqu'un se met en travers de son chemin, il les tuera, même s'ils sont les serviteurs de Clèves. Clèves lui dit qu'il échouera et lui demande alors pourquoi il est ici et pourquoi Zavtier essaie d'attaquer les humains parce qu'il a en fait les meilleures relations publiques avec eux. Il aime observer les humains et est même vénéré comme un dieu par les ogres qui vivent là-bas, alors il ne devrait pas avoir de raison de devenir hostile. Garth lui dit qu'il y a 3 jours, il patrouillait dans les forêts de l'Ouest quand il a vu des bêtes sombres cherchant leurs enfants disparus. Il a repéré une fiole de potion que seuls les humains auraient pu laisser là, et il l'a immédiatement apportée à Zavtier, lui disant que récemment, beaucoup de jeunes bêtes sombres ont disparu, et que ce sont probablement les humains qui les ont pris.
Zavtier s'est mise en colère et a décidé d'envoyer Gart enquêter personnellement sur cette affaire parce que si les humains étaient vraiment responsables des enlèvements, ils devraient être détruits. Cleve est surpris que Zavtier ait découvert cela avant lui, et il dit à Gart que le problème pourrait être encore plus grave que cela. Il dit qu'il a récemment parlé à une femme humaine, et par parler, il veut dire qu'il a terrorisé Carmel jusqu'à ce qu'elle lui donne toutes les réponses qu'il voulait. Elle lui a dit que les femmes ici ne sont pas censées donner naissance, et si elles le font, des hommes effrayants en robe noire arrivent pour les acheter, parlant de talent et d'autres choses. Il s'avère que les enfants de Neil n'étaient pas morts-nés, et Carmel les a tués pour qu'ils ne soient pas vendus et ne subissent pas un sort pire. Elle a avoué cela quand Cleve lui a demandé et lui a dit qu'elle devait protéger Neil du traumatisme de voir son enfant lui être enlevé. Cependant, Cleve lui a simplement rappelé que Neil a grandi ici, ce qui signifie que sa mère l'a caché et protégé tout le temps, et que Carmel et les autres n'ont même jamais essayé dès le départ. En terminant son histoire, Cleve dit à Gart que les enlèvements de bêtes sombres et les transactions louches ici doivent être liés, et il soupçonne fortement que la magie est ce qui les relie. Alicia a une expression dégoûtée en entendant cela, et Cleve lui demande à quoi elle pense. Elle lui dit que même si elle ne connaît pas grand-chose à la magie, elle connaît les sorciers qui utilisent la magie comme un outil pour combattre. Actuellement, la force des sorciers détermine le résultat des guerres, et la première personne à les avoir amenés sur le champ de bataille était le général Drell de l'armée de Bolat, qui est aussi le salaud qui a tué son père. Cleve est déçue qu'Alicia soit venue le tuer au lieu du type qui a tué son père, et elle lui dit que c'était la dernière volonté de son père. En même temps, Drell dirige une énorme armée et une gigantesque bête sombre pour capturer Edan, qui est sans roi, et ceux qui se dressent sur son chemin sont les soldats de l'autre nation humaine. Cependant, ils sont vraiment désavantagés parce qu'ils n'ont pas assez de soldats ou de sorciers, et leur capitaine, Rod, sait qu'ils ne peuvent même pas arrêter Drell jusqu'à l'arrivée de leur force principale. Il sait que Drell en veut à la forge royale de Edan, qui est le seul endroit au monde où les épées magiques peuvent être fabriquées, et c'est aussi le plus ancien objet magique du monde. Il craint que si Drell et le royaume de Bolat mettent la main dessus, leur technologie magique ne devienne encore plus redoutable qu'elle ne l'est déjà, et il espère que le royaume des Uns pourra coopérer avec Aiden pour les arrêter. Cependant, il est trop tard, car Ménard, le plus puissant sorcier de l'armée de Bolat, s'est déjà infiltré à Edan pendant que Drell combattait à l'extérieur. Il a déjà tué tous les gardes à l'intérieur de la porte et l'a ouverte pour laisser entrer Drell et son armée. Il lui dit qu'il a confirmé la nouvelle de la mort du roi, et que la princesse héritière est en sécurité mais hors de leur portée. Cependant, le problème est que le prince de 6 mois a disparu depuis la destruction de la capitale, et cet enfant est le seul à avoir une lignée pure de Aiden garantie. Ménard dit à Drell que ses corbeaux lui ont dit que le prince a été emmené par un garçon aux cheveux noirs, et récemment, ils ont trouvé un couple similaire en direction du nord. Drell est impressionné par sa collecte d'informations et lui ordonne alors de trouver le prince et de le lui amener au moment où il conquérera la capitale de Aiden. Pendant ce temps, Cleve et son groupe se dirigent lentement vers Aiden également. En chemin, Neil lui sert un café et lui dit que c'est une boisson de luxe que Vroko buvait parfois. Cleve trouve l'idée de transformer des grains aléatoires en boissons farfelues. Mais il prend quand même une gorgée, se brûlant instantanément la langue. Alors qu'il maudit à nouveau son corps fragile, Luna commence à tendre les mains vers la tasse de café, et Cleve l'éloigne hors de sa portée. Juste à ce moment-là, Neil lui demande ce qui est arrivé à l'homme effrayant qui les a attaqués, et Cleve répond qu'il s'est envolé pour rapporter ce qu'il a découvert sur la magie et les sorciers. Il prend ensuite une autre gorgée de café, et cette fois, il peut apprécier sa saveur unique. Juste alors, Alicia revient de la ville voisine, lui disant qu'elle a parlé au marchand et, comme elle s'y attendait, Aiden est dans un état terrible en ce moment. Elle sort une carte, disant à Cleve que le royaume de Bolat a envahi Aiden, qui ne peut pas se défendre correctement sans un roi pour les guider. Le royaume d'Eslin a essayé d'arrêter Bolat à la frontière, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose non plus. Cleve est curieux de savoir pourquoi le royaume d'Eslin interviendrait alors que ce n'est pas leur combat. Alicia explique que les deux royaumes sont en guerre depuis des lustres, et en ce moment, Eslin est plus faible que Bolat. C'est pourquoi ils ne veulent pas perdre la forge de Aiden au profit de Bolat et les laisser devenir encore plus forts. Alicia dit que même si Aiden a toujours la forge en état de fonctionnement, ils n'ont pas les connaissances pour l'utiliser à cause de la rétention d'informations de la famille royale. De plus, Aiden n'a même pas de sorcier qui pourrait étudier et utiliser la forge parce que le roi de Aiden a interdit la magie dans son royaume. Juste à ce moment-là, Neil tend une tasse de café à Alicia, qui est trop surprise pour la recevoir car elle n'en a jamais goûté auparavant. Elle remercie Neil, qui décide alors d'emmener Luna pour la nourrir. Alicia se met soudain à faire l'éloge de Neil, parlant de son attention et de sa gentillesse. Cleve lui demande si elle penche de ce côté, et elle crache son café, lui disant de se taire. Elle revient immédiatement sur le sujet de Aiden et demande à Cleve ce qu'il compte faire à ce sujet. Elle lui rappelle qu'il voulait faire de Luna le roi, mais si Bolat conquiert Aiden, ce ne sera plus possible. De plus, le royaume de Bolat essaierait sûrement de capturer Luna à cause de son sang royal qui détient les secrets de la purification de l'arcanite. Alicia dit que le général Drell,
le chef de l'armée de Bolat, est un homme impitoyable qui commandera certainement à toute l'armée de rechercher Luna. Elle s'enrage en disant à Clèves que son père était un maître épéiste qui avait pris sa retraite pour vivre une vie paisible en secret. Mais Drell a fait tout son possible pour le trouver et le tuer. Elle se souvient du jour où Drell a combattu et tué son père juste pour voir à quel point sa magie était devenue forte. Elle lui a demandé comment il pouvait tuer quelqu'un juste pour tester sa force, et Drell a lancé une puissante attaque avec son épée magique, détruisant leur maison, en lui disant qu'il recherchait la vraie force et rien d'autre. Il est parti après ça, et Alicia a essayé de l'attaquer pour se venger, mais son père l'a arrêté. Il lui a dit que Drell était un belliciste, et si elle le combattait, elle serait entraînée dans une guerre, ce qui était loin du chemin d'un héros. Il lui a demandé de ne jamais combattre Drell et de consacrer sa vie à devenir le héros qui agrandira le monde pour l'humanité. Alors qu'elle termine de raconter son histoire, Alicia dit à Clèves que s'il veut que Luna devienne roi, il doit chasser Drell et son armée de Eden. Il est déjà ennuyé à l'idée de devoir protéger le pays qu'il avait prévu de détruire, mais il décide de le faire quand même. Alicia décide de l'accompagner, mais Clèves lui dit de rester pour protéger Luna et Neil parce qu'il prévoit d'affronter l'armée de Bolat sous sa vraie forme, et il ne veut pas qu'il sache qu'il est associé à des humains. Il prévoit d'utiliser l'enlèvement de bêtes obscures comme excuse pour affronter Drell et ses sorciers et voir exactement à quel point ils sont forts. En plus de cela, il rappelle à Alicia qu'elle est toujours liée par les dernières paroles de son père, qu'elle ne devrait pas combattre Drell. Alicia répond qu'il a seulement dit qu'elle ne devrait pas s'impliquer dans une guerre parce que c'était contraire à ce que font les héros, mais elle n'est plus une héroïne maintenant. Elle est juste un zombie fonctionnant avec le mana du Seigneur Démon, et elle estime qu'il est juste pour elle de venger son père maintenant. En entendant cela, Clèves la frappe soudain avec la vraie question, lui demandant ce que cela signifie même d'être un héros. Il l'interroge sur la raison pour laquelle elle est devenue un héros, et Alicia répond qu'elle voulait agrandir le monde. Clèves lui dit que le monde de Neil est plus grand maintenant grâce à elle, et cela signifie qu'elle fait toujours son travail de héros. Il entre ensuite dans les bois, et Alicia prend un moment pour se remettre de l'effet de ses paroles avant de lui dire de faire attention. Clèves lui rappelle qu'elle parle à un seigneur démon et se transforme soudain en son vrai moi, créant une puissante rafale de vent. Il traverse ensuite la forêt et grimpe sur une colline locale juste pour cultiver de l'aura. D'un autre côté, l'armée de Bolat détruit la deuxième forteresse de Eden, se rapprochant encore plus de la capitale. Rod, un capitaine de l'armée d'Elson, observe cela de loin et décide qu'il ne peut plus attendre de renfort. Il dit à ses hommes qu'ils combattront l'armée de Bolat près de la rivière peu profonde à quelques kilomètres devant, et en même temps, un soldat solitaire du royaume de Eden les surveille également. Pendant ce temps, Alicia et Neil se rendent en ville, où ils voient un groupe de locaux battre un bandit qui s'était échappé de la base avant que le monstre géant ne la détruise. Alors que Neil voit le bandit, elle commence à trembler de peur, alors Alicia lui dit que personne ne la reconnaîtra maintenant. Elle l'éloigne de la scène, et le bandit aperçoit Alicia, disant aux locaux qu'elle est le héros qui a libéré le monstre sur eux. Cependant, Alicia disparaît derrière le coin au moment où tout le monde se retourne, et il décide de pendre le bandit comme les autres de son espèce qui ont eu la malchance de s'aventurer dans leur ville. Les locaux sont tous sur les nerfs à cause des séries de mauvaises nouvelles qu'ils ont entendues récemment, et ils sont déterminés à protéger eux-mêmes leur maison même si leur pays tombe. Alicia est également très prudente en les voyant si hyper vigilants, et elle demande à Neil de ne pas l'appeler héros quand ils sont en ville parce que les locaux pourraient se montrer hostiles envers elle aussi. Avec cela, ils entrent dans une auberge, et deux grands hommes leur bloquent le chemin, leur demandant qui ils sont. Ils soupçonnent immédiatement Alicia d'être un bandit à cause de sa tenue. Mais juste à ce moment-là, leur mère arrive et leur dit d'arrêter de faire autant de bruit parce qu'ils vont réveiller le bébé. La femme se présente comme Curie, et elle peut dire d'un seul coup d'œil que Luna est un Eden de sang pur, et ceux-ci sont assez rares dans les régions éloignées du pays comme leur ville. Elle ne fait pas non plus entièrement confiance à Alicia et lui demande de révéler ce qu'elle fait avec un bébé de sang pur ici, menaçant que si elle n'aime pas la réponse, elle laissera ses fils s'en prendre à elle. Alicia lui dit immédiatement qu'elle et Neil agissent comme garde pour une personne importante, et que pour le moment, leur mission est de garder l'enfant en sécurité. La femme est convaincue par sa réponse et décide de la laisser entrer parce qu'elle sent que quiconque a un enfant de sang pur doit être lié à un noble et avoir une bonne somme d'argent. Alicia réserve immédiatement une chambre pour deux, mais les deux hommes lui disent toujours qu'ils ne lui font pas confiance. Curie les frappe tous les deux, leur disant que c'est pour ça qu'ils n'ont pas de petite amie. Elle leur dit d'aider les filles à porter leurs bagages, et ils se transforment immédiatement en admirateurs, impatients de soulager Neil de son fardeau. Cependant, il faut les deux pour porter tant bien que mal les bagages dans la chambre, et ils se demandent ce qu'il y a dedans. Curie vient également dans la chambre pour demander à Alicia si elle est satisfaite, puis parle du temps où le roi a donné des lits en fer à leur ville parce que des menuisiers d'ici avaient fabriqué des chaises pour le palais. Elle devient nostalgique en pensant à ces jours parce que maintenant le roi est mort et une guerre est sur eux. Après son départ, Alicia et Neil décident de se détendre, ignorant qu'un insecte contrôlé par Ménard, le sorcier le plus puissant de l'armée de Bolat, les a repérés. Ménard est heureux d'avoir déjà trouvé sa cible,
et il envoie une armée d'insectes pour capturer Luna. Pendant ce temps, Neil appelle Alicia pour voir que Luna vient de faire ses premières dents. Alors qu'elles s'extasient toutes les deux sur son adorable apparence, Curie vient leur dire que le dîner est prêt. Alicia décide de le monter dans la chambre, et une fois en bas, elle trouve une foule énorme en train de parler de la situation actuelle de leur royaume. Ils blâment les héros pour avoir échoué à tuer le seigneur démon, ce qui a entraîné la destruction de leur capitale, et maintenant les nations ennemies tentent de les capturer. Alicia entend tranquillement tous ces calomnies et accepte que ce soit l'opinion publique sur les héros. Elle décide de l'ignorer et de retourner dans sa chambre quand elle sent une bête obscure approcher de son emplacement. Soudain, une petite boule rouge traverse la fenêtre de l'auberge, et l'un des fils de Curie décide de voir ce que c'est. Alicia lui crie de ne pas y toucher, mais il est trop tard parce qu'au moment où il tape doucement la boule, elle gonfle et devient un mille-pattes géant. Les hommes sont tous choqués de voir cela, et puis Ménard arrive là, leur disant que ce n'est pas un mille-pattes ordinaire, mais un mille-pattes qui vit dans le pays des bêtes obscures et rivalise avec elles en force. Il dit à tout le monde de ne pas bouger s'ils tiennent à leur vie parce que, étant un insecte, le mille-pattes les attaquera s'il les voit bouger de manière suspecte. Alicia essaie d'atteindre son épée mais réalise qu'elle l'a laissée en haut. Et pendant ce temps, un type décide de sauter par la fenêtre parce qu'il a une peur bleue des insectes. Malheureusement, le ciel au-dessus de la ville est rempli d'insectes encore plus monstrueux, et il devient rapidement leur nourriture. Ménard dit à tout le monde dans l'auberge qu'il a encerclé toute la ville pour qu'aucun d'entre eux ne puisse s'échapper, mais s'ils coopèrent, il ne leur fera pas de mal. Il se présente ensuite comme le sorcier le plus haut gradé de l'armée de Bolat, provoquant la panique générale. Il déclare qu'il est là pour confirmer si le bébé Eden de sang pur ici a du sang royal dans ses veines, et Alicia se demande quoi faire maintenant. Soudain, elle entend Neil crier alors qu'elle est attaquée par un autre sorcier travaillant pour Ménard, qui l'écrase contre le mur en utilisant des pouvoirs magnétiques pour voler Luna. La magicienne Nia raconte à Neil que sa magie lui permet de contrôler librement le fer, et elle lui fait une démonstration en volant à l'aide de sa hache. Elle atterrit ensuite devant Luna et dit que la magie provient apparemment d'une bête sombre tortue à l'est qui a une carapace magnétique. Si des armes en fer sont utilisées contre elle, elle se colle simplement à sa carapace, et les autres armes ne peuvent pas lui faire de mal car elles ne peuvent pas percer sa carapace de fer. Après avoir partagé cette anecdote aléatoire avec Neil, Nia sort un bonbon coloré de son sac. Neil lui demande ce que c'est que ce truc, et Nia répond que c'est un médicament inoffensif qui montre quel genre de talent quelqu'un a. Si quelqu'un a du talent pour la magie, ses yeux changent de couleur, mais ceux qui n'ont pas ce talent vont juste cracher du sang et mourir. Elle dit que si le bébé a un talent pour la magie, il est probable qu'il soit de la famille royale. Nia essaie de donner le bonbon à Luna, qui résiste, et Neil crie à la magicienne d'arrêter. Pendant ce temps, Alicia se précipite également vers la chambre en entendant le cri de Neil, mais Ménard envoie son mille-pattes géant l'attaquer. Il ne sait pas qui est Alicia ni pourquoi elle est avec un bébé Eden, mais il pense qu'il vaut mieux l'éliminer ici même. De retour dans la chambre, Luna résiste toujours à Nia tandis Neil lui dit qu'il est mal de mettre la vie d'un bébé en danger. Nia lui dit qu'elle ne peut rien faire car elle aurait besoin d'être plus forte que deux taureaux pour se libérer des lits de fer qui la coincent. Cependant, ni elle ni Neil ne savent que Clèves a remplacé les parties manquantes du corps de Neil par ceux d'une troll femelle, et c'est pourquoi elle est beaucoup plus forte qu'elle n'en a l'air. Dans sa rage, Neil pousse soudainement le lit de fer de toutes ses forces, les envoyant vers Nia et brisant le mur derrière elle. Le bruit fort inquiète Ménard, mais alors qu'il s'apprête à vérifier la situation, il trouve une autre situation surprenante devant lui. Alicia est toujours en vie et elle domine le mille-pattes en lui marchant dessus, ce qui, pour une raison quelconque, m'excite vraiment. Elle écrase le crâne du mille-pattes sous ses pieds puis l'écarte d'un coup de pied avant de courir secourir Neil, et soudain, Ménard se souvient qu'il a déjà vu Alicia auparavant. Dans la chambre, Alicia trouve Nia inconsciente, mais Luna est complètement saine et sauve. Elle remarque alors l'énorme trou dans le mur et demande si c'est la magicienne attaquante qui l'a fait, mais Neil répond qu'elle a poussé les lits de toutes ses forces et que cela a brisé le mur. Alicia est surprise par cela, mais elle décide de passer outre cette partie car la fuite passe d'abord. Elle dit à Neil qu'il doit fuir cette ville parce que les attaquants en veulent à Luna. Neil dit que ce sera difficile de courir avec leurs bagages, et Alicia décide de tout laisser derrière elle, en prenant seulement l'épée. Juste à ce moment-là, une bande d'insectes entre dans la chambre et Neil panique, mais Alicia lui demande de lui faire confiance et de sauter par le trou sur son signal. Neil suit son ordre, et pendant qu'elle tombe, Alicia dégaine son épée et tranche rapidement tous les insectes volant autour d'elle. Elle s'enfuit ainsi, mais ensuite Nia se réveille et essaie de les attaquer. Heureusement, les insectes se mettent en travers de son chemin et l'empêchent de viser Alicia et Neil, alors elle décide de battre en retraite et d'informer Ménard de son échec. Pendant ce temps, les insectes arrêtent de poursuivre Alicia et Neil alors qu'elles s'éloignent de l'auberge. Elles pensent qu'elles seront en sécurité maintenant, mais dès qu'elles atteignent la forêt, elles trouvent un mur d'insectes qui les attend. Alicia ne peut pas tous les tuer, alors elle décide de se cacher et de garder Luna en sécurité jusqu'au retour de Clèves. De retour à l'auberge, Nia se rend auprès de Ménard, lui disant que leur cible s'est échappée.
Il lui demande si elle a au moins testé son potentiel magique, et Ney a dit qu'une femme incroyablement forte l'a arrêté. Ménard réalise qu'ils ont sous-estimé leurs adversaires, et maintenant il est vraiment curieux. Il est certain qu'Alicia est une héroïne parce qu'il était présent lorsque Drell a combattu son père. Tout le monde est choqué d'apprendre qu'Alicia est une héroïne, mais ils ne peuvent même pas avoir de discussion dans cette situation. Ménard se met soudainement à rire comme un dément, disant qu'il ne fait aucun doute que le bébé avec Alicia a du sang royal et maintenant il n'a pas besoin de faire de tests insignifiants. Il est surexcité alors qu'il pense au moyen de torturer Alicia une fois qu'il aura mis la main sur le bébé, mais avant cela, il prévoit de s'occuper des gens de la ville. Il les rassemble tous dans le centre-ville, et le chef du village lui dit qu'ils n'ont pas peur d'un minable comme lui. Il dit qu'ils peuvent le affronter, lui et son armée d'insectes, n'importe quel jour de l'année, et Ménard est impressionné par son audace. Il dit que si le roi de Eden n'avait pas pris la décision stupide d'envoyer des héros combattre le seigneur démon, il ne serait même pas ici. Les héros ont échoué à tuer Clévitès et l'ont suffisamment enragé pour qu'ils détruisent la capitale. Ménard dit qu'il est clair que Eden n'a pas les moyens de protéger son pays et son peuple, c'est pourquoi le royaume de Bolat est là pour les sauver. Il dit qu'ils ne sont pas là pour leur faire du mal ou leur voler, mais les hommes lui rappellent que ces insectes ont déjà tué l'un des leurs. Ménard répond que c'était un incident malheureux, mais que cet homme était stupide et que c'est de sa faute s'il a attiré les insectes. Il agit comme si ce n'était pas grave et dit qu'il est ici à la recherche d'une criminelle recherchée et que les insectes sont son seul moyen de la capturer. Il révèle alors que la femme qui est venue dans cette ville est l'une des 13 héroïnes qui ont échoué dans leur mission et ont apporté le désastre à ce pays, et l'opinion des villageois change soudainement. Ménard avait prévu que cela se produise, et il leur demande de se joindre à lui pour traquer l'héroïne. Au même moment, sur le champ de bataille près de Eden, Drell et son armée traversent une rivière peu profonde. Drell ordonne soudainement à tout le monde de s'arrêter car il sent un ennemi à proximité, et il leur dit de sortir avant qu'il aille les chercher. En réponse à Drell qui montre sa puissance, le capitaine Rod de l'armée d'Esselin bondit avec sa lance magique. Il frappe la rivière avec, la gelant instantanément, et l'armée de Bolat se retrouve incapable d'avancer. Juste à ce moment, le reste des troupes de l'armée d'Esselin sort et charge vers eux sur ordre de Rod. Ils portent des crampons qui leur permettent de courir sur la glace, mais l'armée de Bolat ne peut même pas bouger. Même la grande bête sombre qu'ils commandent tombe et écrase leurs soldats, et Rod est confiant qu'avec cet avantage, il peut empêcher Drell de se rapprocher de la capitale. Alors que l'armée d'Esselin commence à abattre les soldats de Bolat, Drell dit à Rod qu'il est vraiment impressionné par sa stratégie et son courage. Il sait que Rod est le descendant d'un héros et que la lance magique qu'il manie a été utilisée par le même héros pour repousser une horde de bêtes sombres qui attaquaient son royaume. Cependant, il dit à Rod qu'il n'est pas assez fort pour le battre malgré cet avantage. Rod lui dit qu'ils le découvriront quand ils se battront, puis se précipite vers Drell. Drell dégaine son épée et l'attaque, mais Rod est capable de bloquer l'attaque. Il envoie alors une attaque de glace vers le cheval de Drell, gelant le pauvre animal et forçant Drell à descendre. Rod essaie de le battre, mais Drell parvient à tenir bon malgré le sol glissant. Il qualifie Rod de brillant en tant que guerrier et stratège, mais il précise qu'il n'a toujours pas ce qu'il faut pour l'arrêter. Il le repousse et libère la puissance de son épée magique qui entre en éruption dans les flammes. Drell utilise ensuite son attaque spéciale, libérant une griffe de dragon de nulle part pour attaquer Rod, qui ne peut pas comprendre comment sa magie peut créer des objets physiques. Il essaie de bloquer l'attaque mais subit de sérieux dégâts, et ses soldats se précipitent pour le soutenir. Cependant, ils sont également anéantis par un seul coup de Drell, qui se moque de savoir s'il touche ses propres hommes dans le processus. Il dit que ceux qui sont assez faibles pour mourir de cette attaque ne sont pas aptes à traverser les frontières de leur monde. Rod lui demande de quoi il parle, et Drell répond qu'il prévoit de détruire la légende des héros car il est stupide de compter sur une poignée de personnes pour vaincre les seigneurs démons. Il dit que le faux mythe sera changé par lui, et il changera le monde avec ses méthodes efficaces mais impitoyables. Drell s'en va alors, épargnant la vie de Rod parce qu'il lui a offert une bataille brillante. Cependant, alors qu'il est sur le point de rejoindre ses soldats, Clèves arrive là-bas avec fracas. Drell ne peut que contempler la forme glorieuse de l'un des 4 seigneurs démons, qui pousse un hurlement assourdissant juste pour récolter de l'aura sur les humains. Drell sort son épée pour le combattre, mais Clèves lui dit qu'il est là pour lui poser une seule question. Il veut savoir d'où vient la magie. Il dit que certaines personnes kidnappent des humains ainsi que des petits de bêtes sombres, et il veut savoir si cela est lié à la perceuse magique que son peuple utilise. Drell remarque qu'un seigneur démon devrait avoir mieux à faire, et Clèves répond qu'il essaie juste de s'occuper des parasites envahissants qui envahissent son territoire. Drell se moque juste de lui pour essayer d'avoir l'air cool, et Clèves fait claquer ses queues, créant une tempête qui souffle même les grandes bêtes sombres. Drell décide de l'attaquer, mais avant qu'il ne puisse le faire, le tentacule de Clèves le transperce. Cependant, il avait prévu que cela arriverait et il est prêt pour cela. Il dit à Clèves que le poignarder est sa plus grande erreur car maintenant il sera scellé pour toujours. Il révèle soudainement son 3e œil, disant au seigneur démon de goûter à son sort ultime secret qui utilise le mana sombre pour piéger sa cible. Clèves est surpris d'entendre que les humains peuvent utiliser le mana sombre,
mais alors le corps de Drell explose soudainement, libérant plus de sang que ce qui est possible même selon les standards de l'anime. Le sang forme une prison autour de Clèves, mais Drell n'est pas encore mort. L'un des yeux sur son épée explose soudainement, et de là, Drell sort. Il déclare qu'il a abandonné son corps physique pour piéger le Seigneur Démon, et maintenant il ne fait qu'un avec son épée. Il commence à s'éloigner, confiant que même Clèves ne pourra pas se libérer si facilement. Rod ne peut pas croire que Drell ait vaincu un Seigneur Démon et ait survécu, mais le général ne se soucie même pas de célébrer sa victoire alors qu'il ordonne à son armée de le suivre. D'un autre côté, Alicia et Neil sont toujours en fuite, et cette fois, Ménard a été rejoint par les villageois en colère qui détestent les héros. Peu de temps après, Alicia et Neil trouvent refuge dans un moulin à eau dans les bois, mais les villageois en colère les entourent rapidement. Ils disent à Alicia de sortir parce qu'elle ne peut pas se cacher d'eux dans leur propre arrière-cour. Alicia panique, se demandant quoi faire alors que les villageois disent qu'ils ont toujours détesté les héros inutiles qui ne peuvent rien faire de plus que tuer quelques bêtes sombres. Ils continuent à provoquer Alicia par la rage, et par pitié, Neil lui dit qu'elle est une personne incroyable parce qu'elle lui a sauvé la vie. Alicia, cependant, se moque des provocations évidentes et dit à Neil de rester loin des fenêtres parce qu'elles doivent la garder, elle et Luna, en sécurité coûte que coûte. Elle commence alors à réfléchir à leurs options et dit qu'elles ont de la chance parce que le magicien avec les insectes n'est pas encore là. Cependant, même à ce moment-là, elles n'ont pas beaucoup d'espoir de sortir de cet endroit parce que même si elles distancent les villageois, elles n'ont pas d'endroit où se cacher. Pendant ce temps, les villageois en ont marre de ne obtenir aucune réponse, et l'un d'eux décide de jeter une torche à l'intérieur de la cabane pour la brûler, mais son frère l'arrête puisque le chef du village et Carrie, qui sont en fait le couple puissant du village, sont là pour prendre en charge la situation. Ils disent à leur fils stupide de ne pas brûler la roue à eau que leurs ancêtres ont construite, et quand ils essaient de discuter, ils reçoivent une claque sur la tête. Le chef du village dit qu'ils n'ont pas besoin d'écouter des étrangers sur ce qu'il faut faire sur leur terre villageoise, peu importe à quel point ils sont effrayants. Il a Ménard et son assistant sous surveillance sur la place du village pour qu'ils ne fassent rien pendant qu'il prévoit de gérer la situation ici lui-même. Le chef du village s'avance alors et se présente comme Marc, disant à Alicia de sortir parce qu'il a une question pour elle. Il promet de ne laisser personne blesser ses compagnons jusqu'à ce qu'ils aient fini de parler, et Alicia décide de accepter l'offre. Elle va à la porte, et Marc lui demande immédiatement son arme magique. Elle répond qu'elle l'a perdue, et il confirme si elle l'a vraiment perdue ou si elle l'a vendue pour de l'argent. Alicia lui dit qu'elle l'a perdue en combattant Clévatès, qui était un monstre bien au-delà de leur capacité. Elle s'excuse auprès de Marc, consciente que tout le monde a le droit de blâmer les héros qui ont échoué dans leur mission. Cependant, Marc lui dit qu'il est satisfait maintenant. Il dit à Alicia que si elle avait vendu l'arme magique, il l'aurait tuée, mais puisqu'elle a combattu Clévatès, elle a fait ce qu'elle était censée faire. Il sait que c'était la faute de leur roi qui a envoyé les héros combattre le Seigneur Démon à cause de leur tradition. Alicia est choquée que Marc ne la déteste pas, et il répond que son groupe était le premier en 1000 ans à atteindre réellement le Seigneur Démon Clévatès. Cependant, il veut savoir ce qui vient ensuite. Il lui demande si elle a vu le monde au-delà de la montagne Luna et si cela valait la peine de tout risquer. Alicia se souvient que lorsque Clèves l'a envoyé voler, elle a aperçu le monde inexploré pendant une fraction de seconde. Cependant, à ce moment, elle en a vu assez pour prouver que tous les platistes ont tort et a découvert que le monde n'avait pas de bord au-delà duquel tout se terminait. Elle déclare avec confiance que cela en valait la peine, et les gens qui ne sont pas prêts à faire le saut de la foi pour explorer l'inconnu passent à côté de beaucoup de choses. Elle dit que plus que les endroits qu'ils voient, ce sont les personnes qu'ils rencontrent qui agrandissent leur monde, et elle ne l'aurait pas su si elle n'avait pas pris le risque. Alicia déclare une fois de plus qu'il y a un sens à essayer d'explorer le monde malgré le prix qu'il paie, et Marc dit que le vieux roi a dû faire beaucoup d'erreurs à la fin de sa vie, mais au moins il a choisi de bons héros. Il dit à Alicia d'aller de l'avant et promet qu'il calmera le reste des villageois qui la poursuivent parce qu'ils ont besoin que leur futur roi soit en sécurité. Alicia est choquée que Marc sache que Luna est le prince de Eden, mais il lui dit qu'elle devra s'occuper elle-même de l'armée d'insectes qui la poursuit parce qu'ils ne peuvent pas gérer cela. Juste à ce moment, Ménard arrive là en chevauchant son 1000 pattes géant et tranche Marc à la poitrine, lui demandant qui lui a donné l'autorisation de laisser l'héroïne partir sans lui avoir parlé d'abord. Alicia se précipite pour l'affronter et demande comment il ose attaquer Marc, et Ménard répond qu'il a gâché son jeu qui consistait à laisser les gens de Eden battre l'héroïne à mort, c'est pourquoi il mérite d'être puni. Alicia tranche immédiatement son 1000 pattes géant puis dit aux villageois de se réfugier à l'intérieur de la cabane parce que les insectes arrivent. Ils transportent rapidement le Marc blessé à l'intérieur et ferment la porte derrière eux alors que les insectes menacent d'entrer dans la cabane. Neil s'inquiète pour Alicia, qui combat seule les insectes. Elle parvient à en tuer beaucoup mais se fatigue rapidement à cause de cela. Ménard la complimente pour ses compétences, mais alors qu'elle tombe à genoux, il lui dit que ces insectes sont venimeux et qu'elle a déjà été infectée par leur poison. Il ne contrôle pas seulement les insectes qui volent dans les airs, mais aussi ceux au sol, et Alicia trouve des fourmis rampant sur tout son corps.
Ménard lui dit que le plus effrayant de ces insectes est l'araignée dont le poison fait fondre sa cible de l'intérieur, et Alicia est une seconde trop tard pour l'écraser parce qu'elle l'a déjà mordu à ce moment-là. Ménard dit qu'il déteste les héros parce qu'ils ne sont pas venus le sauver quand il a tout perdu, et même maintenant, ils ne peuvent rien protéger du tout. Il dit que seules des personnes comme lui et le général Drell, qui ont surmonté ce désespoir par eux-mêmes, peuvent le faire, et envoie une autre vague d'insectes sur Alicia. Elle se sent étourdie et réalise que si le poison agit aussi sur le mana sombre de Clèves, elle est fichue. Elle continue de se battre contre les insectes quand soudain elle entend la voix de Mini Clèves, qui apparaît de nulle part sous sa robe. Il lui dit de se dépêcher et de finir cette bataille parce que son travail principal l'attend. Alicia est surprise de le voir là, et elle le cache de Ménard alors qu'elle continue à chasser les insectes. Pendant ce temps, les insectes commencent aussi à entrer dans la cabane, mais les villageois les écrasent puis utilisent les outils qu'ils ont sous la main pour colmater tous les points d'entrée pour empêcher plus d'insectes d'entrer. Dehors, Alicia lutte toujours avec son combat quand Ménard lui dit qu'elle n'est pas assez forte pour faire une différence dans ce monde. Il libère alors la puissance de la pierre arcanite incrustée dans sa poitrine pour invoquer un scorpion rouge géant du sol qui frappe Alicia dans la rivière voisine. Mini Clèves sort de son corps à nouveau et réalise qu'elle bouge si lentement à cause du poison dans son système. Il comprend aussi que le poison n'est pas assez fort pour détruire son mana sombre, mais tant qu'il est dans le corps d'Alicia, elle ne peut pas non plus guérir de ses blessures. Alicia panique en réalisant qu'elle n'est pas immortelle en ce moment, et Ménard continue de la narguer pour la forcer à le combattre. Quand elle ne répond pas parce qu'elle ne peut pas l'entendre sous l'eau, il décide de viser le bâtiment à la place, envoyant des asticots géants qui se nourrissent de bois. Les asticots commencent à manger à travers le bâtiment et dévorent aussi les arbres de la forêt parce que Ménard prévoit de détruire tout autour de lui pour attirer Alicia. Il dit qu'une ville de charpentiers ne pourra pas survivre sans leur précieuse forêt, et Alicia énervée décide de l'affronter après tout. Elle saute hors de l'eau, mais alors qu'elle voit les asticots transformés en cocons, elle panique, réalisant qu'elle est tombée dans un piège. Ménard utilise son pouvoir pour accélérer à nouveau le cycle de vie des insectes, et les cocons s'ouvrent pour révéler des insectes verts effrayants. Ils se ruent tous vers Alicia, et alors qu'elle les tranche, la poussière de leurs ailes commence à lui donner des vertiges. Elle est frappée par le scorpion avant d'être transpercée par son dard, et Ménard dit qu'elle est une fausse héroïne comme les autres. Le scorpion écrase Alicia au sol, et une horde de petits insectes la recouvre complètement. Alors que tout semble désespéré, Clèves décide de l'aider et libère l'épée magique qu'il cachait dans les ombres. Ménard panique en voyant la lueur rouge de l'épée, et même les insectes couvrant Alicia commencent à se disperser à cause de l'aura de l'épée. Clèves donne alors une leçon de science à Alicia, toutes les créatures vivantes de ce monde sont principalement constituées d'eau, donc si elle peut imaginer cet essaim d'insectes comme un courant d'eau, elle peut les séparer avec les capacités de son épée magique. Alicia attrape l'épée, et les insectes la couvrant explosent immédiatement. Ménard panique parce qu'il n'était pas prêt pour cela, et ensuite Alicia tourne sur elle-même comme un handspinner, manipulant l'eau à l'intérieur de chaque insecte autour d'elle. Les insectes explosent un par un, et l'effet de son mouvement spécial continue bien au-delà de sa portée immédiate, détruisant tout l'assortiment d'insectes que Ménard a passé des années à rassembler. Il ne peut pas croire que toute son armée soit détruite en un seul mouvement, et même la pierre magique dans sa poitrine se fissure à cause de cela. Il tombe au sol, et Alicia pointe son épée vers lui. Il lui dit qu'il ne se rendra pas, mais Alicia l'assomme après un moment de récolte d'aura parce qu'elle n'a pas le temps de discuter avec lui. Neil sort pour vérifier son état, et Alicia s'effondre. Cependant, Clèves arrive là de nulle part et l'attrape. Neil est surprise de le voir, et Clèves lui dit que la situation a changé et qu'il a décidé de changer de stratégie. Alicia revient progressivement à elle et demande à Clèves s'il a vaincu Drell, et il répond que ce ne sera pas si facile parce qu'il est soutenu par un autre seigneur démon. D'un autre côté, la princesse Tala de la famille royale de Eden mène une mission d'évacuation pour sauver les gens de la capitale détruite tout en se préparant à les protéger de l'invasion du royaume de Bolat. Cependant, elle s'inquiète davantage du palais détruit et demande au ministre s'il y a des nouvelles de survivants du palais royal. Le ministre lui dit timidement qu'ils ne savent pas si quelqu'un a survécu, mais Tala lui ordonne de continuer les recherches parce qu'elle est certaine que son fils Eden le sixième, que nous connaissons sous le nom de Luna, est toujours en vie. Une vieille conseillère lui dit qu'elle est actuellement la seule personne qui peut régner sur Eden et qu'il devrait prioriser sa sécurité d'abord, mais Tala n'est pas d'accord avec elle. Elle dit que son fils est le roi légitime de Eden et qu'ils doivent le trouver avant tout. La vieille femme lui demande comment elle peut en être si sûre, et Tala répond que lorsqu'elle est allée vérifier la forge royale, elle a trouvé qu'elle était toujours active, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un qui a droit au trône et que cette personne ne peut être que son fils. La princesse Tala refuse de quitter le pays tant qu'elle n'a pas trouvé le garçon, mais elle regrette de ne pas être partie avant que la catastrophe ne frappe. Elle avait eu le pressentiment que les héros envoyés par son beau-père échoueraient et apporteraient un grand désastre à leur royaume, et c'est pourquoi elle avait prévu de s'échapper avec son fils, mais elle a été trop occupée par ses obligations le jour exact où Clévatès les a attaqués. Juste à ce moment,
L'espion nommé Favio revient et dit à Tala que Rod et son armée de 6000 soldats se sont bravement battus contre Drell et ses forces, mais ils ont perdu. Il révèle ensuite que juste après la défaite de Rod, le seigneur démon Clévatès est arrivé sur les lieux et a anéanti la moitié de l'armée de Bolat, mais ensuite Drell a utilisé un sort magique très puissant pour le sceller. Tout le monde panique en entendant cela, et ensuite Favio leur dit que Drell se dirige vers la capitale avec 20 000 soldats. Tala dit que cela ne peut pas arriver parce que quelqu'un qui n'est même pas un héros ne peut pas battre le seigneur démon. Favio lui rappelle que Drell est un ancien héros et qu'il a une épée magique avec lui, mais Tala refuse d'accepter quelqu'un comme lui comme un héros. Elle déclare qu'elle l'affrontera de front et brisera son épée magique en tant que membre de la famille royale. Favio demande si c'est même possible, et Tala lui dit qu'elle peut utiliser le marteau des rois, qui est la seule chose qui peut créer et détruire des armes magiques. Malgré les avertissements de ses subordonnés, elle enfile son armure et ordonne à ses soldats de se préparer parce qu'ils affronteront Drell de front. Au même moment, Drell fait exploser le mur protégeant Aiden, et il est prêt pour toute la fumée. De retour au village, Alicia est enfin en parfaite santé, et le villageois stupide qui essayait de la tuer tout à l'heure est maintenant devenu son serviteur de son propre gré. Il ligote et amène Nia à elle, et bien qu'Alicia soit irritée par lui qui agit comme un chiot devant elle, elle lui dit d'amener Nil ici ensuite. Clève félicite Alicia d'avoir son propre serviteur, mais elle n'est pas vraiment ravie de cela. Il en vient ensuite au sujet principal et demande à propos de la fille aux cheveux roses qui a l'audace de lui dire de la laisser rentrer chez elle parce qu'elle ne veut pas s'asseoir à travers sa conférence ennuyeuse. Alicia lui dit que la fille est Nia, une magicienne d'élite qui visait Luna. Elle est confuse sur la façon dont une magicienne qui peut contrôler le métal peut être ligotée comme ça, et Nia se plaint que les charpentiers étaient assez intelligents pour venir après elle avec des bâtons de bois et ses gardes se sont fait détruire même par cela. Nia lui demande alors ce qu'elle veut, et Alicia l'interroge sur Drell. Elle veut savoir quelles affaires il fait avec un autre seigneur démon, et Nia est estomaquée en entendant cela. Alicia reformule la question et l'interroge sur le mana sombre de Drell, qui est essentiellement son sang qui peut se déplacer librement une fois hors de son corps. Nia est dégoûtée rien qu'en imaginant cela, et sa réponse montre clairement qu'elle ne sait rien de précieux. Clève dit à Alicia que seul un seigneur démon peut fabriquer du mana sombre, et Drell n'aurait pas pu le trouver sans leur aide. Il veut savoir quel seigneur démon est derrière cela et quel est son objectif, mais puisqu'ils ont cherché querelle avec lui, ils vont payer le prix. Après cela, Alicia lui demande pourquoi il est revenu ici avec un petit corps après avoir laissé son corps principal être capturé, et Clève dit que tout n'est pas capturé parce qu'il en a caché beaucoup dans les ombres. Il lui dit que puisque Drell est confiant de l'avoir capturé, il ne le considérera plus comme une menace et cela facilite leur travail. Pendant qu'ils discutent de cela, Nia ne cesse d'appeler leur attention, et quand ils ne l'écoutent pas, elle finit par craquer et leur crie dessus. Elle leur dit qu'elle n'a aucune idée de ce dont ils parlent, et elle ne veut pas non plus être impliquée dans leur histoire, alors elle va s'en aller. Elle retire soudainement ses gantelets et les lance en l'air, disant qu'elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs en les touchant, mais maintenant qu'elle ne les porte pas, elle jette son sac autour d'eux et les utilise pour s'envoler. Clève et Alicia ne peuvent que la regarder s'en aller, et en chemin, Nia remarque les deux frères amenant Nil et Luna à leur emplacement. Elle remarque que la calèche qu'ils conduisent a des roues en fer, et elle décide de mener à bien sa mission après tout. Elle descend et assomme les deux frères en leur tirant dessus avec ses gantelets de fer. Elle utilise ensuite ses pouvoirs magnétiques pour soulever le chariot en utilisant ses roues et vole vers la capitale de Aiden, pensant que Drell sera content. Cependant, elle sent soudain un poids supplémentaire sur la calèche et trouve Clève et Alicia là, lui disant de se dépêcher. Nia panique en les voyant, et Alicia lui dit qu'ils allaient lui faire utiliser ses pouvoirs pour les emmener à la capitale sur la calèche, mais c'est bien qu'elle ait pris l'initiative elle-même. Nia admet sa défaite et les fait voler silencieusement à travers le ciel. Ils survolent brièvement le village, et tout le monde acclame Alicia, lui demandant de sauver leur pays comme elle a sauvé leur village. Alors que Clève la taquine à ce sujet, elle lui dit qu'elle a fait quelque chose d'héroïque cette fois, donc elle mérite les éloges. Soudain, Nil se joint à la conversation, disant qu'elle n'a jamais su que Luna était un prince, et maintenant elle se demande si c'est bien pour quelqu'un comme elle de le toucher. Elle se demande ce qu'elle ferait si elle rencontrait un jour sa mère, et Clève lui demande de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Il dit que la position d'une personne est décidée par sa force, et elle est plusieurs fois plus forte qu'un humain ordinaire, donc elle devrait écraser la mère de Luna si elle ne l'aime pas. Alicia lui crie qu'on ne peut pas juste écraser une princesse et encore espérer devenir le conseiller du futur roi, mais Clève lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Nia en a marre et demande comment ce groupe mal assorti peut protéger le prince, et Clève lui dit qu'ils ne sont pas un groupe mal assorti. Il dit que tout le monde est parfait à sa place, mais Nia ne le comprend pas. Quoi qu'il en soit, il traverse la montagne au-delà de laquelle se trouve la ville d'Hydra, et Clève dit à Alicia qu'elle est seule cette fois parce qu'il ne peut pas révéler sa vraie forme pour le moment. Elle lui dit qu'elle est assez forte pour s'occuper de Drell seule, et dès qu'Hydra apparaît, elle commence à le chercher sur le vaste champ de bataille. Soudain, elle voit des explosions sur le mur du château et trouve Drell en train de récolter de l'aura alors qu'il se dirige vers le château. La colère d'Alicia explose en le voyant,
et elle dit à Nia de détourner le chariot vers lui. Nia a trop peur de s'approcher de Drell, mais Alicia attrape sa main et dirige le chariot vers le mur, le faisant perdre l'équilibre. Pendant ce temps, la princesse Tala et ses soldats, équipés d'épées magiques, sont prêts à combattre Drell. Les soldats l'attaquent sur son ordre, mais Drell tue facilement la première vague. Le deuxième groupe de soldats l'entoure et l'attaque de tous les côtés, mais il les repousse également avec ses puissants coups. Ensuite, les archers tirent des flèches magiques sur lui, et il utilise la magie de téléportation pour les esquiver. Le reste des soldats se met en formation défensive parce qu'ils ne savent pas comment il les attaquera ensuite, mais ensuite ils voient l'épée de Drell voler vers eux. Il se téléporte derrière elle juste au moment où elle atteint la formation et la détruit d'un seul coup. Il atteint alors Tala et l'attrape par la gorge, saluant son courage pour l'affronter, mais lui rappelant qu'elle ne peut rien faire parce qu'elle n'est pas le roi. Tala est d'accord avec lui, disant qu'elle n'a pas de sang royal, mais son fils est l'héritier du trône. Drell lui dit qu'il est là pour s'assurer de tuer chaque dernière personne avec du sang de la famille royale de Eden afin que personne n'ait plus le droit divin de revendiquer le trône. Tala ne lui prête pas beaucoup d'attention, et elle se concentre seulement sur la façon dont elle peut frapper son épée avec le marteau des rois pour l'endommager. Actuellement, il est hors de sa portée, et elle se demande comment elle peut atteindre l'épée. Juste à ce moment, Alicia et les autres arrivent là sur la calèche volante, et Nia commence à crier ses excuses de loin, disant à Drell que ce n'est pas de sa faute. Pendant ce temps, Alicia dit à Drell de se préparer à mourir parce qu'elle vengera son père aujourd'hui. Drell la reconnaît et se prépare à combattre, et Tala remarque que son épée est enfin à portée d'attaque maintenant. Elle essaie de la frapper avec son marteau, mais elle a quelques millisecondes de retard alors qu'Alicia et Drell s'affrontent juste avant, et l'onde de choc de leur collision l'envoie voler. Pendant que Drell et Alicia se battent, Clèves et Neil sont de l'autre côté du mur. Clèves prévoit d'utiliser Alicia comme distraction pour se faufiler à l'intérieur de la forge royale afin qu'il puisse trouver ce que Drell cherche, et puisqu'il a besoin de quelqu'un avec du sang royal pour l'ouvrir, il a aussi emmené Luna avec lui. Il trouve bientôt un endroit qui peut le mener à la forge sans se soucier des soldats qui la gardent, et il dit à Neil de créer une ouverture. Elle est confuse par l'ordre, et Clèves lui dit qu'il a mis les muscles concentrés d'un troll en elle quand il a réparé son corps, donc elle est encore plus forte qu'un troll maintenant. Il lui demande de juste pousser le mur de toutes ses forces, et alors que Neil le fait, elle envoie un bloc de pierre voler dans le ciel. Le bloc de pierre se brise en plusieurs morceaux en l'air et frappe les soldats dirigés par Fabio qui gardaient l'entrée de la forge. Grâce à cela, Clèves entend leurs cris, et il décide de les avaler entiers dans ses ombres pour ne pas avoir à perdre son temps à se battre. Il atteint bientôt l'entrée de la forge et met la main de Luna sur le mécanisme de verrouillage, l'ouvrant pour qu'il puisse voir ce qu'est la forge de Eden. De son côté, la bête noire nommée Garth, qui sert le seigneur démon Zaftier, survole la rivière où Clèves et Drell se sont battus. Dès qu'il sent l'énergie de Clèves rayonner de la sphère rouge foncé, il atterrit immédiatement à proximité. Il se demande pourquoi une bête noire aussi puissante que Clèves ne sort pas de la sphère et décide de lui venir en aide en donnant un coup de pied dans la barrière. Cependant, même son attaque puissante ne parvient pas à briser la barrière, alors il décide simplement de l'ignorer. À ce moment-là, le capitaine Rod, blessé, arrive sur place et veut savoir si Garth a utilisé la magie pour voler tout à l'heure. Il se présente à Garth et lui demande de l'aider à se rendre à la capitale de Eden que Drell tente d'envahir. Garth s'éloigne, mais lorsque Rod commence à le harceler, il lui dit qu'avec ses yeux dignes du télescope James Webb, il a vu Rod se faire humilier alors même qu'il avait l'avantage du terrain. Il pense que Rod mourra dès qu'il atteindra la capitale, mais même ainsi, l'honorable chevalier affirme qu'il ne peut pas laisser la forge royale de Eden tomber entre les mains d'un homme aussi cruel. Rod dit qu'il a le pressentiment que quelque chose de terrible se produira si la forge tombe entre les mains de Drell, car celui-ci prévoit d'utiliser la magie pour changer le monde. Le mot « magie » éveille soudainement les soupçons de Garth, qui se souvient de l'avertissement de Zaftier concernant les activités humaines qui ressemblent à un mauvais présage. Il décide d'aider Rod, car cela le rapprochera de la cible qu'il souhaite enquêter. Il décide d'utiliser l'humain comme Clèves utilisait Alicia et Neil, et accepte donc d'emmener Rod à la capitale de Eden, mais lui impose certaines conditions au préalable. Garth veut que Rod l'aide dans son enquête une fois leur mission suicide terminée, et qu'il ne se mêle pas de ses affaires personnelles. Rod demande ce qui se passera s'il n'accepte pas les conditions plus tard, et Garth répond simplement qu'il le tuera dans ce cas. Rod devient nerveux en entendant cela et dit qu'il ne peut pas trahir son pays, mais comme il n'a pas d'autre choix pour le moment, il accepte ces conditions. Sur ce, Garth fait soudainement apparaître ses ailes, expliquant à Rod que c'est sa magie qui lui permet de voler. Rod attrape sa jambe et commence à lancer des sorts sur Garth alors qu'il s'envole, lui faisant réaliser que les humains ne connaissent pas grand-chose à la magie et qu'ils croiront tout ce qu'il fait s'il le qualifie de magie. De son côté, Clèves constate que même lorsque Luna touche l'interface, la porte de la forge ne s'ouvre pas. Il décide donc de faire asseoir Luna sur l'interface, mais la seule chose qui s'ouvre est sa vessie, et il mouille l'appareil. Pendant que Neil change sa couche, Clèves se rend compte qu'il doit y avoir une autre condition pour ouvrir la porte. Il ne pense pas pouvoir enfoncer la porte à la force brute,
Alors il décide d'entrer par les cheminées. Dès que Clèves atteint le sommet de la forge, il sent la chaleur écrasante qui s'échappe des cheminées et qui réduirait en cendres n'importe quelle bête noire ordinaire si elle sautait à l'intérieur. Cependant, il n'est pas une bête noire ordinaire et il saute avec confiance dans la fosse ardente. Luna s'inquiète pour lui, mais Neil la rassure en lui disant que Clèves reviendra bientôt vers eux. À ce moment-là, quelqu'un s'approche d'eux par derrière et, lorsqu'ils se retournent, ils font tous les deux dans leurs pantalons. Pendant ce temps, Clèves pénètre dans la forge en se cachant dans l'ombre d'une brique, car sinon, même lui aurait été réduit en cendres. Il veut inspecter ce qui se passe à l'intérieur de la forge, mais se rend compte qu'il ne peut pas le faire, alors il se demande quelle sera sa prochaine étape. À ce moment-là, la porte de la forge s'ouvre et, lorsque Clèves se retourne, il trouve Neil inconscient sur le sol. Il comprend que quelqu'un a enlevé Luna et a réussi à ouvrir la porte. À ce moment-là, la mystérieuse personne émerge de l'ombre et se révèle être le défunt roi de Aiden. Ce monstre de la nature porte sa tête dans une main et tient Luna dans l'autre. Même Clèves est surpris, car il ne s'attendait pas à cela. Au même moment, dans la ville, Drell repousse Alicia avec une force écrasante. Il lui dit qu'elle est loin d'avoir le niveau de son père et qu'elle est si faible qu'elle ne mérite même pas d'être appelée une héroïne. Il la projette à travers des bâtiments entiers avant de la projeter contre ces dinosaures apprivoisés, et Alicia se rend compte qu'elle est beaucoup plus faible que lui. Drell ne veut même pas perdre de temps avec elle et se dirige immédiatement vers la fournaise, alors elle saute vers lui de toutes ses forces. Dès que Drell atteint le pont, la princesse Tala ordonne à ses soldats de lui tirer dessus. Ils bloquent facilement leurs flèches, mais à ce moment-là, Alicia le rattrape et utilise son coup aveugle pour tenter de le tuer. Cependant, Drell est celui qui a inventé cette technique et l'a enseignée à son père, il la bloque donc sans difficulté avant de lancer une rafale de coups qui inflige de graves dommages à Alicia et au pont. Drell est toutefois impressionné que la fille de son ami ait survécu au coup, et Alicia lui demande quelle est sa relation avec son père. Drell lui répond qu'ils étaient tous deux amis dans la même école d'escrime et qu'ils voulaient devenir des héros, mais comme cela n'est pas assez intéressant, il décide d'approfondir l'histoire. Il y a 25 ans, Drell et le père d'Alicia, Margot, ont participé à un grand tournoi d'escrime, dont les récompenses finales étaient le titre de héros et une épée forgée par le roi de Aiden lui-même. Bien qu'il fût le combattant le plus expérimenté, Drell a perdu la finale contre Margot. Malgré sa jalousie, Drell a reconnu que Margot était un meilleur épéiste que lui et il a accepté qu'il ne deviendrait jamais un héros. Après le duel, Margot reçut le titre de saint de l'épée ainsi que celui de héros. Le roi de Aiden lui donna une épée puissante, mais lui dit qu'elle était incomplète. Pour la compléter, Margot devait vaincre une bête sombre, et la créature qu'il vaincrait donnerait des capacités spéciales à son épée. Après mûre réflexion, Margot décida de chasser le dragon du Nord comme première proie de son épée, et Drell fut stupéfait rien qu'en entendant cela. Il dit à Margot que le dragon du Nord servait directement sous les ordres du roi démon du Nord et qu'il ne pourrait pas le vaincre avec une épée incomplète. Cependant, Margot répondit qu'il avait besoin d'absorber le pouvoir des bêtes sombres les plus puissantes possibles pour avoir une chance contre les 4 seigneurs démons, et que pour cela, il prévoyait de mener une expédition vers le Nord. Il dit à Drell qu'il devait faire partie du groupe, et même s'il était trop stupéfait pour dire quoi que ce soit, Drell fit confiance aux capacités de son cadet et décida de le suivre. Alors qu'ils sortaient du bar, ils tombèrent sur des magiciens effrayants. Drell ne savait même pas que les magiciens existaient à l'époque, car il n'en avait entendu parler que dans les contes de fées. Margot savait que les magiciens essayaient de devenir une grande force capable de changer le cours de l'histoire, mais à l'époque, ils n'étaient pas assez puissants pour rejoindre son groupe. Peu après, Margot et un petit groupe de guerriers d'élite atteignirent les champs de neige du Nord, où ils affrontèrent le dragon. 2 des figurants moururent immédiatement sous le souffle enflammé du dragon, mais Margot refusa d'abandonner. Il demanda à Drell d'utiliser son coup spécial pour l'envoyer voler vers le dragon, puis utilisa son avantage en hauteur pour le plaquer au sol. Margot blessa les ailes du dragon afin qu'il ne puisse plus voler, mais même ainsi, le puissant monstre se battit avec acharnement. Margot riposta avec la même intensité, devenant de plus en plus impitoyable à mesure que ses blessures s'aggravaient. Drell ne pouvait que regarder Margot achever le dragon, mais alors qu'il se précipitait pour lui porter le coup de grâce, la malchance frappa. Margot trébucha sur une pierre cachée, et le dragon profita de cette occasion pour l'attaquer, lui coupant la jambe. Cependant, au lieu de perdre espoir, Margot lança la lame vers Drell, lui demandant de terminer le travail à sa place. Voyant son ami attaqué par le dragon, Drell saisit l'épée et se précipita vers lui, lui tranchant la tête d'un seul coup. Alors que Drell, le voleur de victoire, commençait à célébrer son triomphe, le pouvoir du dragon mort se mit à affluer dans son épée. Il sentit l'épée devenir incroyablement puissante, le rendant invincible, mais l'instant d'après, il réalisa qu'il n'était qu'une fourmi face à la réalité. Le seigneur démon du Nord apparut derrière lui comme sorti de nulle part, et le corps de Drell se figea sous l'effet de son aura. La seule chose dont il se souvienne ensuite, c'est de s'être réveillé dans une mare de sang à l'intérieur d'une empreinte gigantesque du seigneur démon.
Cet incident l'amena à se demander ce qu'étaient vraiment les héros et s'ils pouvaient réellement affronter les seigneurs démons. Heureusement, certains membres survivants de leur expédition l'ont sauvé, ainsi que Margot, qui était à peine en vie. Il a dû prendre sa retraite après avoir perdu sa jambe, et il a continué à vivre isolé avec sa fille, tandis que Drell est devenu le tueur de dragons. Il raconte maintenant à Alicia qu'à mesure qu'il devenait plus fort, il s'est rendu compte que la légende des héros répandue par Aiden était un mensonge. Les héros ne seraient jamais assez forts pour vaincre les seigneurs démons à eux seuls, et ils avaient désespérément besoin de la magie pour les aider. Cependant, les rois de Aiden ont caché cette vérité pendant des générations pour une raison quelconque, et Drell veut maintenant faire des recherches sur leur fourneau pour en savoir plus sur l'origine de la magie. Il déclare que depuis ce jour, il entend des murmures dans son esprit qui lui disent de conquérir le fourneau, et qu'aujourd'hui est enfin le jour J. Drell libère alors toute sa puissance, invoquant les restes du dragon qu'il a tué et les utilisant pour attaquer Alicia. Alicia est projetée du mur, et la princesse Tala s'inquiète pour elle. Cependant, ses soldats la retiennent tandis que Drell monte sur le dos de son dragon et s'envole vers la forge. Heureusement, Alicia ne peut pas mourir grâce au mana noir de Clèves, et ses blessures sont rapidement guéries. Elle décide de contacter Clèves par télépathie pour lui raconter ce qui se passe, mais il lui dit de se taire car quelque chose de bien plus intéressant se passe devant eux. Le roi mort-vivant de Aiden tente de jeter Luna dans la forge, et Clèves pense qu'il vaut mieux attendre et observer plutôt que de l'arrêter. Alicia panique en entendant cela et exige que Clèves lui explique ce qu'il entend par « Le roi tente de jeter Luna dans la forge », mais il ne répond pas. À ce moment-là, la princesse Tala arrive pour lui parler et lui demande si les autres héros sont également en vie. Alicia l'informe que tout le monde est mort sauf elle, et Tala est heureuse qu'au moins un des héros ait survécu. Elle est reconnaissante à Alicia d'être venue les aider, car elle est la seule à pouvoir affronter Drell pendant que les soldats s'occupent de son armée. Alicia promet qu'elle arrêtera ce salaud, puis elle décide de dire à Tala que son fils est vivant. La princesse est émue aux larmes en entendant cela et lui demande où il se trouve actuellement. Alicia répond que son compagnon l'a emmené à la forge royale, mais qu'elle doit se dépêcher car Drell se dirige également vers la forge. Tala lui dit qu'elle va l'accompagner, mais Alicia lui répond que c'est trop dangereux. Cependant, la princesse refuse de laisser son fils en danger, et Alicia ne parvient pas à la convaincre du contraire. De son côté, la porte de la forge se referme lentement derrière Clèves alors qu'il regarde le roi sans tête emmener Luna vers les fosses enflammées. Il s'adresse au maître de la forge, lui offrant l'enfant, et soudain, la forge s'ouvre tandis que les différents segments du sol se remodèlent. Clèves lance une pierre dans la forge pour voir s'il y a un piège, mais la pierre se transforme en fumée avant même d'atteindre la surface de la forge. Il envoie soudainement une queue pour tenir la main du roi, lui disant qu'il a des doutes sur ce qu'il essaie de faire. Clèves dit que Luna n'est peut-être pas le vrai petit-fils du roi, ce qui explique pourquoi il est si désinvolte à l'idée de le jeter dans la forge, mais le roi déclare avec assurance que le garçon est son petit-fils. Clèves lui demande pourquoi il essaierait de tuer son propre petit-fils, car il n'a jamais entendu parler d'une coutume humaine consistant à sacrifier ses enfants. Le roi répond que son corps n'est pas sous son contrôle pour le moment et qu'il ne fait que ce que la forge lui demande de faire. Clèves est encore plus confus, alors le roi lui explique que depuis les temps anciens, les futurs rois de Aiden sont jetés dans la forge. Ils sont réduits en cendres à l'intérieur de la forge, mais ils renaissent ensuite de leurs cendres, liés à jamais à la volonté de la forge. Normalement, une cérémonie de baptême est organisée avant le rituel, au cours de laquelle le nom de l'enfant est gravé dans la forge avant qu'il ne soit jeté à l'intérieur. Le roi explique que l'enfant reçoit un nom public ainsi qu'un vrai nom, et que seul le vrai nom est gravé dans la forge. Heureusement, la cérémonie de baptême n'a pas pu avoir lieu à temps pour Luna, et la forge ne peut pas le contrôler pour le moment. C'est pourquoi elle ordonne à l'ancien roi de le jeter dans la forge afin de terminer la cérémonie. Clèves comprend désormais que l'ancien roi doit également être mort et avoir rené dans la forge, ce qui explique pourquoi il n'a pas besoin que sa tête soit attachée à son corps pour vivre. Le roi confirme, puis ajoute que son fils était censé lui succéder, mais qu'il s'est suicidé avant cela. Le roi a essayé de lui donner la chance d'entrer dans la forge de son plein gré en lui disant tout, mais c'était un lâche qui a essayé de fuir son destin. C'est pourquoi la forge ne prendra aucun risque avec le garçon, elle le brûlera puis le recréera avec ses flammes afin qu'il puisse devenir le prochain roi. Sur ces mots, le roi jette Luna dans la forge, et il est brûlé sans laisser de traces sous le regard de Clèves. Pendant ce temps, Drell se dirige vers la forge sur son dragon, déterminé à découvrir ce qu'elle renferme et à utiliser son pouvoir pour changer le monde. Au même moment, Alicia aide Tala à escalader des rochers, mais elle se rend compte qu'il serait beaucoup plus rapide de porter la princesse sur son dos. Elle dit à Tala de grimper sur son dos, puis commence à sauter vers la forge, lorsque la princesse lui raconte soudainement ce que son mari lui a dit avant de mourir. Il lui a dit que les vrais héros avaient disparu et que les héros actuels ne pourraient jamais vaincre les rois démons. Elle dit qu'elle était très confuse en entendant cela, alors elle lui a demandé des détails. Elle voulait savoir comment il pouvait en être si sûr et qui étaient les vrais héros. Elle lui a demandé pourquoi la légende des héros avait vu le jour, mais il n'a rien dit et lui a simplement adressé un sourire triste.
Tala dit qu'elle a compris qu'il y avait des secrets qui n'étaient transmis qu'au roi de Éden. Elle pense que son beau-père savait que les 13 héros ne pourraient pas vaincre Clévatès, mais qu'il les a quand même envoyés le combattre. Tala affirme que c'est hautement irresponsable et qu'elle ne peut pas permettre à son fils de devenir un roi comme ça. Le cerveau de poisson rouge d'Alicia n'a même pas compris la moitié de tout ça, mais elle sait que même s'il n'y avait pas eu de légende sur les héros vainquant les seigneurs démons, elle aurait quand même entrepris cette quête. Elle affirme que le désir de l'humanité de s'améliorer et d'explorer l'inconnu ne peut être arrêté par aucune force de la nature. Elle dit qu'un héros est quelqu'un qui apporte de l'espoir aux gens, et peu importe qu'il soit choisi par le roi ou non. Finalement, elle ramène le sujet sur Drell, affirmant qu'il n'est pas un héros parce qu'il a perdu espoir en ce monde, et qu'elle doit le vaincre en tant que véritable héroïne. Tala est très impressionnée par elle, et Alicia lui dit qu'elle était sur le point d'abandonner tout espoir, mais qu'elle a ensuite rencontré quelqu'un qui ne le lui a pas permis. Eh bien, le type dont elle parle sourit comme un faux après avoir vu Luna brûler vive. Il demande au roi ce qui va se passer ensuite, car il devrait déjà avoir repris vie. Le roi se retourne pour lui faire face et est choqué de voir que Luna est en fait dans les bras de Clèves. Le roi se rend compte qu'il a échangé l'enfant avec une ombre au moment où il a attrapé son bras, et Clèves lui dit qu'il a raison. Il dit au roi qu'une simple marionnette comme lui ne peut pas l'arrêter et lui demande ce qui va lui arriver puisqu'il n'a pas réussi à accomplir la mission confiée par la forge. Le roi ne répond pas et, sous les ordres de la forge, son corps tombe dans la forge et se transforme en cendre. Clèves n'est pas surpris, mais il est curieux de savoir ce que la forge va faire ensuite pour récupérer l'enfant. Soudain, la forge commence à lui lancer de la lave, mais Clèves la bloque avec son pouvoir et dit au maître de la forge de sortir s'il veut le bébé. Le maître de la forge s'exécute et apparaît sous sa véritable forme, provoquant une explosion gigantesque qui détruit le plafond de la forge. Drell décide de profiter de cette occasion pour entrer, et Alicia laisse la princesse derrière elle pour l'en empêcher. Elle se rend compte qu'elle ne pourra pas l'atteindre à temps qu'en soudain, quelque chose accélère au-dessus de sa tête. C'est Garth, qui lâche Rod juste au-dessus de Drell pour le combattre. Rod active son arme sacrée, créant une énorme lance de glace qui transperce le dragon de Drell et le fait s'écraser au sol. Cependant, l'attaque n'est pas assez puissante pour blesser Drell, qui l'envoie valdinguer d'un coup d'épée. Drell s'apprête à l'achever, mais à ce moment-là, Alicia lui lance une attaque surprise, le repoussant. Rod fait équipe avec elle, réalisant qu'ils n'ont aucune chance de gagner s'ils ne travaillent pas ensemble. Drell qualifie leur alliance d'idées stupides, leur disant qu'ils ne peuvent pas le vaincre, même s'ils sont plus nombreux. Il fait soudainement pousser 2 yeux supplémentaires sur son front, augmentant encore sa puissance, puis se téléporte brusquement derrière eux. Alicia et Rod ne peuvent pas le suivre, et la puissante attaque de Drell les projette au loin. Drell cible ensuite Alicia, mais Rod se retrouve également pris dans le champ de son attaque, et tous deux sont projetés en l'air. Drell se téléporte immédiatement au-dessus d'eux et poignarde Alicia. Lorsque Rod tente de l'attaquer par derrière, il attrape sa lance et le jette au sol. Alicia et Rod sont fatigués et blessés à ce stade, mais Alicia lui demande alors d'utiliser à nouveau son attaque de glace. Il décide de suivre son conseil et tire une lance de glace géante sur Drell, qu'il esquive facilement. Cependant, l'attaque n'était qu'un leurre pour permettre à Alicia de se glisser derrière lui, et alors que Drell est distrait après s'en être rendu compte, Rod utilise le peu de puissance qui lui reste pour créer un pilier de glace afin de le piéger. Le pilier de glace ne gèle que la jambe de Drell, mais cela donne à Alicia suffisamment de temps pour utiliser un coup puissant et le couper en deux. Elle pense qu'ils ont gagné le combat, mais le corps de Drell se brise soudainement en un sang rouge foncé, et Alicia reconnaît qu'il s'agit du mana noir d'un seigneur démon. Elle n'en croit pas ses yeux et baisse sa garde pendant un instant. Bien qu'il n'ait plus de corps, Drell peut toujours contrôler son épée, et il l'envoie vers Alicia, lui coupant la main. Rod parvient à la sauver in extremis d'être écrasée sous les débris de glace, puis soudain, Drell reconstruit son corps à partir de zéro en rassemblant toute la mana noire. Il s'est transformé en une forme encore plus monstrueuse et déclare que les efforts et les espoirs des humains sont vains, car quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas devenir de véritables héros. Il déclare ensuite que les 5 espèces humanoïdes du continent d'Eltia sont des espèces inférieures qui ne peuvent même pas utiliser la magie sans arcanite. Il affirme que les véritables humains qui régnaient sur le monde entier ont disparu il y a des siècles et ont laissé les espèces humanoïdes restantes se débrouiller seules contre de puissants monstres. La rage de Drell bouillonne lorsqu'il déclare qu'il détruira la légende des héros, peu importe le nombre de guerres qu'il devra mener pour y parvenir. Il libère un puissant souffle de feu du crâne de dragon sur sa main gauche, et Rod fait tournoyer sa lance à toute vitesse pour tenter de bloquer l'attaque. Heureusement, Alicia est toujours consciente, et Clèves entend tout le monologue de Drell à travers elle. Il comprend désormais que le seigneur démon qui soutient Drell est Varden du Nord, et qu'il semble avoir un compte à régler avec les vrais humains. Clèves ne se souvient pas non plus avoir rencontré les vrais humains, ce qui signifie qu'ils ont disparu il y a plus de 1000 ans, lorsqu'il a pris le trône. Clèves maudit Zaftier, qui est plus âgé que lui et aurait dû connaître l'existence des vrais humains, de ne pas l'avoir mis au courant. Après cela, il tourne son attention vers ce qui se trouve devant lui. Il a essayé pendant tout ce temps d'utiliser ses ombres pour maîtriser le maître de la forge, et il a finalement réussi.
Alors que les ombres étouffent la lumière projetée par le maître de la forge, celle-ci se transforme en un livre doré, et la forge disparaît. Clèves peut le lire sans difficulté et découvre qu'il s'agit du livre de Tao. Il se rend compte qu'il s'agit d'une sorte de magie ancienne profondément liée à la légende des héros. Il se demande comment ce livre oblige les rois de Eden à se jeter dans la forge. Il réalise alors que c'est probablement le livre qui a forcé le roi à envoyer Alicia et d'autres héros le combattre, et qu'il est également responsable de son attaque contre le château et de son projet de détruire toute l'humanité. Clèves se met soudain à rire et déclare que le monde entier est inutile. Il pense que puisque plus rien n'a vraiment d'importance, il n'a plus besoin de s'occuper de Luna. Il le pose par terre et commence à s'éloigner, se disant qu'il en a fini avec l'idée de détruire l'humanité. Il décide de rentrer chez lui et de se reposer comme il l'a toujours fait, mais Luna se met à pleurer en le regardant partir. Clèves ne semble pas se soucier de lui et utilise simplement sa magie pour maîtriser le livre de Tao, le dépouillant de son éclat et le laissant tomber par terre. Cependant, Alicia est furieuse contre Clèves pour s'être enfuie. Elle lui dit d'arrêter de lui raconter des conneries, et Clèves lui répond qu'il sait désormais ce que Drell et Vardon recherchent, et franchement, il n'a aucune raison de les en empêcher. Il sait qu'ils veulent détruire toute trace des héros, mais il se fiche qu'ils réussissent ou échouent. Cependant, Alicia dit à Clèves qu'il ne s'agit pas des héros ou de l'humanité. Alors qu'elle se relève sous la protection de Rod, elle explique à Clèves qu'elle parle de Luna. Clèves s'arrête brusquement en entendant cela, et Alicia lui demande s'il peut encore dire que le monde n'a aucun sens après avoir regardé Luna dans les yeux. Elle repousse Rod, subissant de plein fouet l'attaque de Drell, et déclare qu'une espèce déjà éteinte n'a pas le droit de les traiter de sous-humains. Elle dit à Clèves de regarder Luna dans les yeux et de lui dire de quelle couleur ils sont. Quand il se retourne, il voit le bébé qui essaie de toutes ses forces de se mettre debout. Clèves est stupéfait quand Luna continue à marcher vers lui en pleurant et arrive bientôt tout près. De son côté, Alicia charge Drell, couverte de brûlures, tout en demandant toujours à Clèves de regarder le bébé dans les yeux. Clèves soulève Luna et, en la regardant de près, il constate que ses yeux ne sont pas bleus, mais d'un violet pâle. De retour sur le champ de bataille, Drell est perplexe après avoir vu Alicia survivre à ses attaques, alors il décide de l'achever une fois pour toutes. Il fond sur elle, prêt à la frapper, mais soudain, un énorme bloc de pierre le frappe au visage. Alicia se retourne et constate que Neil est là pour la soutenir. Elle est désormais convaincue qu'elle peut gagner. Elle court sur le champ de bataille, esquivant les attaques de Drell, tout en lui disant qu'elle accepte d'être une fausse héroïne si cela lui permet de protéger les gens et de leur donner de l'espoir. Il se précipite vers elle sans réfléchir, mais il remarque alors que son bras sectionné vole vers elle et se rattache à son corps. Il réalise qu'elle est alimentée par une mana noire, tout comme lui, mais il est trop tard, le bras d'Alicia est guéri et elle utilise la flaque d'eau sous ses pieds pour libérer toute la puissance de son épée, attaquant Drell avec son mouvement le plus rapide. Elle parvient à couper le crâne du dragon de son bras, mais tous deux flottent dans les airs jusqu'à ce que la gravité fasse son effet. Il s'avère que Drill a réussi à bloquer son attaque. Au contraire, les blessures d'Alicia s'ouvrent après avoir trop épuisé son corps, et elle tombe au sol tandis que le sang jaillit de ses blessures. Drell la poursuit, disant qu'elle est une créature pitoyable dont les rêves ne pourront jamais se réaliser, et elle applaudit en lui disant que c'est mieux qu'un homme qui ne peut même pas rêver parce qu'il a déjà décidé de ses limites. Drell s'énerve et libère toute sa puissance pour l'attaquer, mais soudain, son épée se brise. Il n'en croit pas ses yeux, mais Alicia lui dit qu'elle visait son épée depuis le début, et non lui. Elle explique qu'elle a entendu un bruit étrange provenant de son épée pendant tout le combat, ce qui lui a fait comprendre que la princesse avait réussi à la frapper avec le marteau et à l'affaiblir considérablement. Sur ce, Alicia tombe au sol, mais Neil est là pour la rattraper. Avant même de se relever correctement, Alicia dit qu'ils doivent maintenant attendre de voir ce que le seigneur démon Vardon, qui a donné à Drell son mana noir, pense de son serviteur inutile. Drell s'inquiète également à ce sujet, et ses craintes se réalisent rapidement lorsque le mana noir est arraché de son corps. Il hurle alors que son corps est réduit en minuscules particules, et dans ces derniers instants, il pense à Margot, qui était toujours là pour lui montrer le chemin et le guider. Son corps se désintègre alors complètement en particules de mana noir, et son crâne explose, dispersant le mana partout. Les pierres magiques qu'il avait incrustées dans son corps tombent au sol et se brisent, et tout le monde réalise que Drell ne reviendra pas. Cependant, Alicia sait que le seigneur démon Vardon est loin de leur emplacement, et s'ils décident de venir ici maintenant, ils seront anéantis. À ce moment-là, Clèves arrive avec Luna, et il assure à Alicia que Vardon ne viendra pas ici. Alicia est heureuse de voir que Luna est avec lui, et la princesse reconnaît immédiatement son fils. Luna reconnaît également sa mère et l'appelle, et la princesse Tala se met à courir vers lui, les larmes aux yeux. Cependant, Clèves lui dit d'arrêter. Alicia craint qu'il ne fasse quelque chose de stupide et de cruel, mais Clèves descend simplement des décombres et dit à Tala que Luna est le roi de Eden et qu'il doit retourner dans son royaume par ses propres moyens. Il pose ensuite l'enfant par terre, et tout le monde est stupéfait de le voir debout. Luna commence à marcher vers sa mère à petits pas chancelants, mais Clèves dit à tout le monde qu'il n'est pas nécessaire de l'aider,
car il y arrivera tout seul. Tala attend patiemment que son fils la rejoigne, et tout le monde est heureux de les voir enfin réunis. Alicia est soulagée que tout se soit bien terminé, et le relâchement soudain la fait tomber au sol, les blessures qu'elle a subies se faisant enfin sentir. Neil et Rod s'inquiètent pour elle, mais elle leur dit qu'elle n'est pas gravement blessée. Elle demande plutôt à Rod d'annoncer aux soldats que Drell est mort, car c'est le seul moyen d'arrêter la guerre. Rod accepte et part en courant avec l'épée brisée de Drell pour mettre fin à la guerre, tandis que Clèves décide de garder le livre de Thoth avec lui jusqu'à ce qu'il apprenne toute la vérité. À ce moment-là, une petite salamandre s'approche de lui, et Vardon lui parle à travers elle, lui disant qu'il regrettera les actions qu'il a entreprises ici. Vardon dit que Thoth va bientôt se réveiller, mais Clèves s'en moque. Il dit à Vardon que peu importe ce qu'est Thoth, il ne veut pas l'apprendre de son ennemi, puis écrase la salamandre avec ses ombres. Pendant ce temps, Rod court vers le champ de bataille principal où leurs armées se battent, et il brandit haut l'épée brisée de Drell pour que tout le monde la voie. Il déclare que la héroïne Alicia a tué Drell et ordonne aux deux camps de cesser immédiatement les combats. Lorsque les soldats de Bolat voient l'épée brisée, ils réalisent que Rod dit la vérité et lance immédiatement le signal à leurs troupes pour qu'elles rentrent. Même leurs bêtes noires apprivoisées s'arrêtent en recevant le signal, et le chef des forces de défense de Hayden ordonne également à ses soldats de battre en retraite. Les soldats cessent immédiatement de se battre, puis le reste de l'armée Bolat rentre chez elle. Le faucon Garth observait tout cela à distance, et il est satisfait de la tournure des événements. Il décide donc de rentrer chez lui pour faire son rapport. Peu après, l'armée d'Esselin arrive également à Hayden, mais en chemin, elle s'arrête près de la sphère de mana noire qui emprisonne le vrai corps de Clèves. Les soldats sont intrigués, mais le grand prêtre leur interdit même de toucher la sphère, car il sent que le seigneur démon qui s'y trouve peut en sortir à tout moment. De leur côté, Rod et les soldats de Hayden commencent à évaluer les dégâts et à aider les personnes déplacées. Pendant ce temps, Clèves et son groupe se reposent dans une auberge où Neil soigne Alicia. Bien que ses blessures soient déjà guéries, elle souffre encore beaucoup, et Clèves lui dit que c'est normal, car guérir rapidement des blessures mortelles a toujours un prix. Il lui avoue ensuite qu'il n'a pas arrêté son hémorragie sur le champ de bataille plutôt afin de garder ses pouvoirs secrets. Après cela, Alicia demande à Clèves ce qu'il pense de ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Clèves ne peut pas être sûr qu'il existe une race d'humains véritables plus puissants que les humanoïdes, mais il veut en savoir plus. Il dit que la seule chose dont il est sûr, c'est que le livre de Thoth, qui manipule les rois de Hayden depuis des générations, est associé à la légende originale des héros, et qu'ils peuvent trouver plus d'informations en le lisant. Cependant, même si le livre était accompagné d'une clé, celle-ci ne permettait pas de l'ouvrir. Clèves explique que la clé ne tournait pas même lorsqu'il la mettait dans la serrure, ce qui signifie qu'elle ouvre un autre livre. Il se demande combien il existe de livres de ce type et décide qu'ils doivent les trouver avant de planifier la suite. À ce moment-là, un messager de Tala arrive, les convoquant tous au palais, ou du moins ce qu'il en reste. Luna a déjà été couronné roi, et Tala remercie Clèves, Alicia et Neil de l'avoir sauvé, lui et leur pays. Neil commence immédiatement à s'excuser auprès d'elle, et Clèves dit à Tala qu'elle se sent coupable qu'une personne de statut inférieur comme elle ait allaité le roi. Tala est émue en entendant cela et dit à Neil qu'elle n'a pas à se sentir coupable. Elle explique qu'elle craignait que son fils ait faim après sa disparition, mais qu'elle est heureuse que Neil ait toujours été là pour le nourrir. Tala dit à Neil qu'elle lui est plus reconnaissante qu'à quiconque, et après ce moment émouvant, elle demande aux trois héros quelle récompense ils souhaitent pour avoir sauvé leur pays. Alors que Neil refuse immédiatement toute récompense et qu'Alicia commence à réfléchir à ce qu'il convient de demander, Clèves sait déjà ce qu'il veut. Alicia panique, pensant qu'il va dire quelque chose d'absurde, mais à la surprise générale, Clèves demande simplement à Tala de le laisser devenir le professeur de magie de Luna. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.